En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 20 juin 2025. L'intelligence artificielle continue de transformer nos vies, mais aussi de soulever de sérieuses questions. Cette semaine, on prend le pouls de ces enjeux, en tout cas de quelques-uns, qu'ils soient culturels, éducatifs, scientifiques ou économiques, avec une série de rencontres que vous allez trouver passionnantes, je suis certain. On commence avec la présidente de l'Union des artistes qui vient nous parler du manifeste publié la semaine dernière pour défendre les droits des créateurs face à l'IA générative. 3 mots-clés vont sortir de cette entrevue, c'est certain, parce qu'ils sont dans le manifeste: autorisation, rémunération et transparence. Ensuite, direction le printemps numérique où l'on s'attaque à un autre défi, celui d'aider les jeunes, particulièrement ceux des régions éloignées et des communautés autochtones, à comprendre et apprivoiser l'IA. Le directeur général du printemps numérique vient nous présenter un nouveau programme de formation qui s'appelle IA et toi. On parlera aussi d'éducation continue avec quelqu'un du Collège de Bois-de-Boulogne qui nous présente une formation gratuite lancée en partenariat avec AWS pour répondre aux besoins criants dans le domaine de l'info nuagique. On va ensuite s'arrêter sur une étude qui vient d'être publiée par le MIT Media Lab qui s'interroge. Et si l'IA modifiait déjà notre cerveau? C'est Chloé Sandervos qui va venir faire sa petite visite pour décrypter les conclusions de cette enquête, de cette étude et les implications de cette recherche. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Côté jeux vidéo, Carl-Edwin Michel discute avec le directeur créatif de chez Gearbox de son parcours, de la place de l'IA dans le développement des jeux et de la créativité humaine, ouais, parce qu'il y en a toujours à l'ère des machines. De Suisse, Thierry Weber nous fait découvrir le laboratoire mobile embarqué sur le Tour de Suisse pour protéger les cyclistes grâce à la technologie. Une initiative assez prometteuse pour l'avenir du sport connecté. Stéphane Ricoul s'interroge, lui, sur les effets silencieux mais profonds de l'IA sur les moteurs de recherche et sur la presse numérique. Et puis, il y a Jean-François Poulain qui nous amène dans les coulisses de Radio-Canada pour parler de recherche UX et de l'importance cruciale de la phase de découverte dans les projets numériques. Et puis, avant tout ça, bien évidemment, on va aller faire un tour du côté de Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin et parler d'actualité numérique. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Pas mal plein, mais vous allez voir, avec plein d'invités fort intéressants et des collaborateurs aussi toujours intéressants. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Nathalie Villeneuve, Paula Alquist, Brigitte Simard, Diane Thérien et Louis Capran. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez entre vos 2 oreilles cette semaine. Très heureux d'être là avec vous et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, en route vers Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin et parler actualité numérique. Et salut Bruno Guglielminetti à Montréal, comment vas-tu? Et salut Jérôme Colombin à Paris, ça va très bien toi? Bien rentré dans tes pénates canadiennes? Ouais, vous m'avez laissé sortir du pays, j'apprécie. Et oui, nous, tu sais, on est très très ouverts. Voilà, tant qu'on ressort, ça y a pas de problème. Voilà, tant qu'on peut ressortir. Voilà. Mais sinon, t'es bien remis? T'es bien remis du marathon Vivatech? Ah, c'était intense ce Vivatech, je trouvais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on a vu nos auditeurs. Moi, je suis encore en train je suis à la traîne, là. Je suis encore en train d'essayer d'écouter et de regarder tout ce que tu as fait. Et je veux absolument attirer l'attention des gens. J'étais jaloux quand tu nous l'avais annoncé, mais je l'ai écouté et c'est pire. Ma jalousie, elle est complète. C'est cette fameuse table de discussion avec 3 innovateurs. Directeur de l'innovation, ouais. Oui, chez Capgemini. Il faut vraiment prendre... Écoute, c'est un rendez-vous. Tu nous proposes un petit résumé dans ton podcast, là, dans l'hebdo, mais il faut vraiment prendre 1 heure de son temps. C'est tellement bien investi d'aller écouter cette discussion. Ça dure une 50aine de minutes. C'est...
Je dirais pas Non, renversant, je l'ai plus. mais Non, je l'ai plus. c'est fort pertinent et fort intéressant. Et je trouve que Non, tu as c'est eu vrai, l'idée du siècle d'avoir cette discussion-là en parallèle de Vivatech, là, ça couvre le sujet. Ça éclaire Bravo. pas mal les choses. Ouais. Merci Ouais. beaucoup, Bruno. C'est Bravo. très gentil. Cette semaine, Bruno, tu m'as dit il faut qu'on parle de Netflix. Alors moi, je te dis comment ça, Netflix? C'est quoi le problème? Et c'est un truc que tu as remarqué. Apparemment, c'est ton écran qui a changé sur ta télé. Ça t'a énervé ou ça te fait plaisir? Ben, écoute, Jérôme, si c'était que mon écran, il n'y aurait pas de problème, parce que je vois pas nécessairement de problème. Mais si je vous invite, si vous êtes client chez Netflix, mais que vous n'avez pas encore ouvert le téléviseur ou votre écran, ils ont changé l'interface sur les téléviseurs et la réaction n'est pas nécessairement des plus chaleureuses de bon nombre d'utilisateurs parce qu'ils s'y retrouvent plus. On s'entend. Bon, Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, mais c'est ça. Mais l'interface n'a pas changé tant que ça dans la première étape, dans le premier niveau. Mais c'est quand on clique sur des émissions, dans les deuxième, troisième niveaux, il y a de l'information. Ça m'est encore arrivé hier soir. Il y a de l'information qu'on ne trouve plus ou qui a changé de place. Alors, il faut réapprendre. C'est comme quand il y a la mise à jour d'un furteur ou d'un logiciel qu'on utilise beaucoup. Il faut réapprendre, il faut retrouver nos marques, mais il n'y a pas de quoi gueuler pendant des heures. Là. Sauf que ça a été une réaction un peu comme malveillante. Quand évidemment, la plupart du temps, quand on lit des commentaires sur les réseaux sociaux face à un changement, c'est évidemment ceux qui aiment pas qui vont commenter. Il y a très peu de gens qui disent « félicitations, c'était génial ». Ça, ils se le gardent pour eux. Donc, c'est ça. Alors, c'est évidemment les gens qui détestent, qui en ont beaucoup parlé cette semaine sur les réseaux sociaux. Et je voulais absolument glisser un mot là-dessus. Mais de l'autre côté, Netflix se défend. Hein, c'est pour permettre d'avoir plus d'informations relativement aux productions. Et puis aussi, ils sont en train de préparer des nouveautés dont on ne peut pas parler, mais pour la rentrée. Et puis, ils avaient besoin de revoir un peu l'interface d'utilisation télé pour préparer la venue des nouveaux services. Mais alors, c'est vrai que Netflix, c'est plus de 300 millions d'abonnés dans le monde. Donc forcément, dès que tu changes un petit peu la couleur du papier peint, dans l'eau, tu vas avoir des mécontents. Mais au-delà de ça, non, mais je trouve que c'est très intéressant parce que même si le sujet paraît anecdotique, en fait, il l'est pas tant que ça, dans la mesure où il montre à quel point l'interface d'un service, en plus, comme Netflix, que beaucoup de gens utilisent tous les jours, finalement. C'est presque devenu un service public. Presque. Et à quel point c'est important cette notion d'interface. Et alors, en plus, je trouve que ça a encore plus de relief en ce qui concerne Netflix parce qu'elle est super, leur interface. C'est ce qui a contribué à leur succès. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le vois. Je consomme beaucoup de vidéos à la demande. Je suis abonné à plusieurs plateformes, etc. Et il y en a qui sont complètement en retard à ce niveau-là. Moi, quand je vais sur Arte, par exemple, qui a des très bons programmes, mais c'est une interface du XVIIe siècle où tu commences un épisode de série, tu reviens le lendemain, tu sais plus où il est, tu sais plus où t'en es, tu veux mettre des sous-titres, enlever des sous-titres, t'es obligé de faire 17 clics. Enfin bon, alors que sur Netflix, tout est extrêmement fluide. Les réglages que tu fais sur ton écran de télé, sur ton profil, tu vas retrouver les mêmes sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur. Cette notion de continuité. Donc, et c'est ce qui a fait le succès de cette plateforme. Et c'est je trouve que Netflix et la VOD, c'est ce qui illustre le plus l'importance du design et de l'interface utilisateur, en fait, aujourd'hui, dans tous les services high-tech qu'on utilise. Oui, puis mis à part, je pense, les ordinateurs et les téléphones intelligents, c'est encore le téléviseur et avec un service comme Netflix où le plus de gens sont touchés. Mais parlant de Netflix, la France a une grosse nouvelle concernant Netflix cette semaine. Oui, puisqu'ils ont passé un partenariat avec TF1. Et en fait, c'est le groupe TF1, là. Le groupe TF1, Okay, donc pas seulement la chaîne TF1, mais pour les chaînes du groupe TF1, donc il y a TF1, M6, enfin il y en a, je sais plus lesquelles d'ailleurs, mais qui seront d'après ce que j'ai compris, dont les flux live vont être diffusés dans l'application Netflix. Alors c'est assez étonnant parce que c'est quand même deux géants qui étaient en concurrence d'une certaine manière. Et qui ont trouvé un terrain d'entente, mais il paraît qu'ils s'entendent très bien, qu'ils ont de très bonnes relations depuis longtemps. Mais c'est très habile de la part de TF1 parce que, en bout de ligne, le temps que les gens passent dans l'interface, on revient à l'interface, dans l'environnement de Netflix, ils ne passent pas à regarder la télé traditionnelle. Et de permettre d'avoir un point d'entrée
à TF1 ou l'une de ces chaînes dans l'interface de Netflix, je trouve ça très habile. Ah oui, non, parce c'est malin. que quelqu'un qui dit ce soir on va se faire du Netflix, poum, il tombe sur TF1 qui est disponible TF1. là, ben peut-être qu'il va cliquer, peut-être qu'il va aller voir une série ou qu'il va aller voir le feed en direct. Et ça, je trouve ça très habile. Et je pense que TF1 est en train de marquer des points et que ça va être répliqué, ça, ailleurs dans le monde. Mais ce qui me surprend, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est que TF1, là, ils ont interdit à Molotov, ils ont interdit à d'autres initiatives le fait de distribuer leur chaîne. Et là, ils s'en vont avec le gros méchant américain. Ah non, mais c'est une claque pour les acteurs que tu évoques, pour Molotov. Et il y avait également Salto, l'initiative française. Voilà, qui avait été lancée principalement par France Télévisions, mais avec l'ambition, on se souvient des grandes déclarations de Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui voulait faire le Netflix français, fédérer tous les contenus, etc. Et ça a été un bide, ils ont arrêté Salto. Mais on le savait, je ne sais pas combien d'argent public a été englouti là-dedans, mais on savait que de toute façon, il n'y arriverait pas. C'était une tentative pour le principe. Et TF1 n'a pas joué le jeu. Il freinait des cas de fer. Vous y étiez, mais du bout des doigts, du bout des lèvres. Voilà. Bon, enfin là, on tombe dans toute la problématique de l'économie de l'audiovisuel. Et alors là, si on commence à partir là-dedans, on va plus s'arrêter, mon cher. Non, c'est ça. Mais quand même, à l'heure où on parle beaucoup de souveraineté numérique, j'avoue que je trouve ça intéressant que finalement TF1 prend la porte de l'américain. C'est habile au niveau de la stratégie, mais c'est un énorme pied de nez pour les joueurs français. Enfin. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as vu passer cette histoire de la ville de New York qui maintenant veut que les entreprises soient plus transparentes quand vient le temps de mettre à pied des employés? Alors, j'ai aperçu, mais j'ai pas tout compris. Tu peux nous raconter ça? Ouais, ben ça a attiré mon attention parce que je lisais ça, je pense que c'était au début de la semaine que j'ai parlé de ça, dans 120 secondes de tech. Et c'est que là, il y a tellement de mises à pied qui sont annoncées au niveau de l'utilisation de l'IA. De plus en plus d'entreprises veulent utiliser l'IA et donc voient une redondance avec des emplois d'êtres humains. Sauf que personne communiquait trop là-dessus. Et là, New York veut absolument savoir et exige des entreprises une transparence. Donc, quand vous coupez... C'est la ville de New York. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça va être intéressant. Non, c'est amusant, c'est pas comparable à ce ça pourrait pas arriver en France, quoi. Parce que la ville ne se mêle pas de l'activité économique ou très très peu. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de véritablement être capable de voir l'impact de l'IA sur le monde de l'emploi. Alors j'ai hâte évidemment après il faudra voir si les grands joueurs vont vouloir jouer le jeu. Mais c'est sûr que ça va donner de l'information un peu plus. Parce que parallèlement, je voyais cette semaine passée Microsoft qui se prépare à une méchante coupe, justement parce qu'ils veulent remplacer les humains par du côté de l'illustration, des ventes notamment, par Amazon des IA. aussi. Ouais, Amazon a annoncé aussi des remplacements d'humains par des agents IA. Ouais. Mais alors oui, on savait que ça allait arriver. Voilà, on le voit. Mais tu vois, moi j'ai fait des interviews cette semaine sur des sujets un peu plus économiques et B2B, et où on commence aussi à parler de ce qu'on appelle d'effet rollback, de retour de bâton en quelque sorte. Où par exemple IBM qui avait licencié beaucoup au moment de l'apparition de l'IA générative et qui est en train de réembaucher à tour de bras parce qu'en fait l'IA n'a pas tenu ses promesses. Ouais. Donc tout ça peut quand même bouger très 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 vite. Mais j'ai hâte de voir d'ici 1 an ou 2 là, à quoi va ressembler la situation. Ouais. Bruno, cette semaine, l'un des sujets aussi, c'est cette nouvelle paire de lunettes, parce que nous, on fait dans les lunettes, bien sûr, on fait dans les sujets d'optique. On est biaisé aussi. Dans les sujets d'opticien. Oui, puisqu'on porte des lunettes tous les deux. Non, mais annonce de Meta en partenariat avec Oakley. Alors, à l'heure où on enregistre, elle n'est pas encore officielle, cette annonce, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça y est, Meta, qui a déjà une paire de lunettes connectées, enfonce le clou d'une certaine manière et va élargir sa gamme.
Ouais, mais moi, je t'amène derrière le rideau pour mieux comprendre cette histoire-là, parce que Meta, c'est pas Meta qui fait des verres et c'est pas Meta qui fait la paire de Non, lunettes, là. C'est Essilor Luxottica qui est derrière cette histoire-là, qui oui, qui est produit le groupe qui exactement. qui possède la marque Ray-Ban, etc. Oui, et qui possède aussi Oakley. Et C'est qui une de possède leurs aussi marques. Oakley. Et donc, D'accord, c'est ouais. ça. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus. Puis, la paire de lunettes, moi, selon mes informations, généralement de gens bien informés, on Mhm. parle d'une annonce pour le 20 juin. Alors, Ben, oui, une le 20 annonce juin. officielle. Ouais, ouais, c'est C'est ça. très rapide. Enfin, au moment Et où cette interview est diffusée dans le monde numérique, c'est passé. Hein. ouais, déjà, qu'est-ce que le temps passe vite. Mais l'idée là-dedans, c'est que ce serait une paire de lunettes qui serait beaucoup plus résistante aux intempéries que la fameuse version Ray-Ban. Ça, Mhm. c'est, bon, ben, évidemment, c'est le public, hein, c'est des gens sportifs qui portent ça. Mais quand on va un petit peu plus loin et qu'on fait un petit peu plus de recherche, on se rend compte qu'il y a aussi une version de lunettes intelligentes qui est en préparation pour Prada. Ah ouais, Et encore d'accord. là, pas de surprise parce que Essilor Luxottica, ils ont comme marque pour lesquelles ils développent les montures, les verres, Mhm, ils mhm. ont Costa, ils ont Ray-Ban qu'on connaît. Il y a aussi Chanel, Prada, Giorgio Armani, Burberry, Versace et Dolce Gabbana. Alors Ouais. imagine toutes ces boîtes-là, là, d'ici Ils un vont an ou tous deux, ils auront sortir des tous lunettes connectées. Ouais. exactement. Bon, même si, rappelons que ces lunettes, ce qu'on appelle pompeusement des lunettes connectées, en fait, c'est des lunettes avec un appareil photo intégré et aussi avec un assistant IA quand même. Mais pour le moment, c'est que ça. Mais c'est que ça. Il n'y a Oui, pas je sais. d'affichage, c'est pas de la réalité augmentée, Non. etc. Ce n'est Et que c'est ça. intéressant parce que cette semaine, je parlais avec des gens de chez Qualcomm, dont je ne peux pas nommer les noms, parce qu'on m'a dit Ah. qu'on avait fait ça sur le sous de l'anonymat. Sauf que je vais quand même leur donner le mérite, là, c'est Qualcomm. Et ils me racontaient comment l'industrie de ces lunettes intelligentes-là a débouché tout d'un coup. Et là, c'est vraiment les vannes sont ouvertes. Il faut savoir que Qualcomm est au cœur de cette révolution-là. Là, et c'est eux qui sont à l'intérieur des Ray-Ban de Meta avec leur petit processeur. Ah ouais, ouais, Euh, c'est intéressant. la lumière est arrivée aux ingénieurs qui travaillaient là-dessus quand ils se sont dit, mais arrêtons de chercher un système pour faire de la projection à l'intérieur des verres et essayons de bonifier l'expérience des gens qui vont porter la monture sur le nez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on ajoute des accessoires, donc un objectif pour prendre des vidéos, prendre de la photo sur les petites languettes sur les côtés. Sur les branches. Merci, les branches. On rajoute des mini haut-parleurs pour avoir du son. On rajoute un micro pour être capable de prendre de l'audio, autant dans l'enregistrement que dans l'interface d'utilisation vocale. Et donc, ils sont en train vraiment de bonifier. C'est sûr qu'il y a tout un pan de la recherche qui est fait encore, comment arriver à projeter dans une partie de la lentille. Puis ça, quand on regarde TCL ou d'autres entreprises, on voit que ça, même Google, on les voit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais de l'autre côté, et ça a été le pari de Meta et c'est le pari de Essilor Luxottica, ils sont eux autres vraiment en train de voir comment on peut bonifier sans nécessairement passer pour le moment par la projection. Et c'est pour ça qu'on va voir dans les mois à venir une ribambelle de lunettes apparaître. On me présentait un document où il y avait des outils, ils appellent ça la grande catégorie des lunettes XR, là. Et XR, écoute, donc ouais, réalité augmentée mixte. augmenter, ouais. C'est ça. Et ben avec le son, avec les photos qu'on prend, on peut Ouais, augmenter extended reality. exactement. Et écoute, moi j'en ai vu, j'ai vite fait là, j'en ai compté au moins une 80aine de Ouh! lunettes. Ah oui? Qui sont Oui, en projet? oui. Ah oui, d'accord. On est plus dans des trucs Non, complètement non, il y en a insolites plus, genre et 4-5, là. oui. Ouais, ouais. Mais il y a différentes marques, différents joueurs. Et donc, ça va être vraiment intéressant. Bref, donc, peut-être que 2025, d'ici la fin de l'année, ça va être vraiment, ça va avoir été l'année des L'année des lunettes lunettes. intelligentes. Ouais. Ouais. Tu imagines, tout le monde va tout filmer dans Ah, les rues, ça va être horrible. ouais. Bonjour la vie Là privée, hein, c'est fini. là ah ouais, là déjà on voyait que dès qu'il se passe quelque chose, tac, les gens, enfin tout le monde sort son portable, hein, avant même de demander: «Vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'un massage Mais là, cardiaque?» tu n'as «Non, même plus attendez, besoin je de prends sortir mon ton téléphone». portable. Ouais, ouais. Et là, tu as même plus besoin de sortir ton Non. portable. Mais on commence à voir arriver pas mal de vidéos tournées comme ça, en vidéo, en prise de vue subjective, en fait, comme dans les jeux vidéo, quoi. Du coup, Ouais. on a l'impression vraiment que c'est la personne qui... On voit bien qu'elle a ses lunettes, la caméra sur elle. Eh bien, écoute,
Quelle époque. Super. Jérôme, tu parles de quoi cette semaine? Alors, moi, cette semaine, en fait, à l'heure où on se parle, je n'ai pas encore mon sommaire définitif parce que la vie continue, tu vois. Je vais peut-être parler d'un nouveau campus qui est inauguré à Paris, qui s'appelle Campus 42, qui est une espèce d'incubateur, accélérateur de start-up monté par Xavier Niel. Mais c'est pas la suite de... C'est complètement la suite de l'école 42, mixée avec Station F. Donc, écoute, encore une fois, à l'heure où on se parle, je m'apprête à aller à l'événement là, et donc peut-être dans mon numérique une petite interview de Xavier Niel. Ben, si tu le fais pas, tu nous en parles la semaine prochaine. Je vous en parlerai la semaine prochaine si ça vaut le coup. Je vais voir si c'est intéressant. Hein. Si c'est pas intéressant, bon. Voilà. Sinon, je parle aussi cybersécurité avec mon partenaire EZ. Je parle business avec les organisateurs de l'événement Ready for It qui vient d'avoir lieu à Monaco et qui s'intéressait aux problèmes des entreprises de taille moyenne face à tous les défis technologiques d'aujourd'hui, la cybersécurité, la souveraineté, etc. Donc, c'est un épisode et une interview spéciale en partenariat, mais un peu B2B, donc plus pour les entreprises. Et si j'ai de la place, eh bien, j'aimerais beaucoup passer une interview que j'ai réalisée à Vivatech. C'est celle de Jean Paoli. Et Jean Paoli, c'est un monsieur, et avec un grand M de l'informatique, parce que non seulement il lance une start-up là pour sur la souveraineté des données, la qualification des données pour l'intelligence artificielle, ça c'est un peu technique, mais c'est un personnage historique, c'est l'inventeur du XML. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est un pionnier du web. Voilà. C'est un pionnier de la tech, en tout cas, qui a travaillé notamment chez Microsoft, également à l'INRIA en France. C'est un chercheur et c'est lui qui a co-inventé le langage XML. Donc, on en profite pour rappeler ce qu'est le XML, à quoi ça sert, et puis pour parler un peu de sa vision sur de l'innovation et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà. Mais ça, c'est si j'ai de la place. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Je rassure tes auditeurs. Arrête. C'est déjà beaucoup de matériel à écouter. Écoute, je ne te retiens pas plus longtemps parce que si tu dois aller à la Station F, c'est pas à côté. Non, je vais à Campus 42, ça s'appelle Campus 42. Et c'est pareil. Mariage des deux, c'est mieux. Donc, je te laisse y aller. Je te souhaite une bonne fin de podcast pour les gens qui nous écoutent. Et puis, je poursuis mon petit chemin avec mes auditeurs. Et je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine. Salut. Bruno. Bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. L'intelligence artificielle continue de soulever des inquiétudes dans le milieu culturel et puis au Québec, des voix s'élèvent pour demander un meilleur encadrement. La semaine dernière, l'Union des artistes, aux côtés de d'autres organisations, a publié un manifeste pour défendre les droits des créateurs à l'ère de l'IA générative. Autorisation, rémunération, transparence, 3 principes essentiels qu'ils veulent faire entendre. Pour en parler, on rejoint Tania Kontayani. Elle est la présidente de l'Union des artistes. Bonjour, Madame Kontayani. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi l'UDA et d'autres organisations décident de publier un manifeste maintenant? Maintenant, même si l'inquiétude est très présente depuis 2 ans dans nos milieux, il reste que c'est cette année où on s'est dit, bon, il faut faire contrepoids au discours public des grands OpenAI de ce monde et y mettre dans la balance localement notre discours à nous d'artistes, créateurs, interprètes qui ont l'impression qu'il est minuit moins une. Parce que ça fait un moment là, qu'il y a des gens qui viennent vers vous en disant, en venant vous parler d'enjeux qui se passent. À quoi ça ressemble? Quelles sont les préoccupations de vos membres jusqu'à maintenant par rapport à l'utilisation de l'IA? Les tout premiers qui nous ont alertés, ça fait déjà plus de 2 ans, c'est le milieu du doublage. On a commencé à avoir des petits drapeaux rouges qui se levaient et disaient « Regardez ça, regardez cette initiative, regardez, on entend parler qu'ils veulent remplacer le doublage par de l'intelligence artificielle générative pour tout à coup faire doubler à un acteur. » L'exemple souvent
et qui est donné, c'est prenons Tom Cruise dont c'est sa voix qui nourrit toutes les intelligences artificielles qui vont finir par utiliser sa voix pour toutes les langues. Alors là, ça a été les premiers cris d'alarme. Sur le coup, je dirais au premier moment où on a commencé à avoir des annonces de ça, on s'est dit, ouais, je pense qu'on a quand même encore un petit peu de temps, peut-être quelques mois. Et puis, dès avril 2023, là, c'est devenu vraiment majeur, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir le développement, où est-ce qu'il pouvait mener, et on le voit de toute manière comme citoyen aussi depuis cette date-là, à quel point à chaque mois, on a une innovation qui nous surprend. Là, en ce moment, on voit que le travail de la voix est en train d'être perdu, donc on perd concrètement des contrats d'artistes, notamment tout ce qui est vidéodescription, c'est maintenant fini, on n'a plus du tout de contrat là-dessus. Il y a encore parce qu'on a une immense expertise ici, donc il y a encore du doublage qui se fait, mais on voit que certaines compagnies comme Amazon commencent à faire du doublage maison, pour des séries dont ils style, de toute manière, ils n'auraient pas fait de doublage. Alors bon, mais pendant ce temps-là, ça se perfectionne. On voit maintenant de plus en plus d'auteurs-compositeurs, interprètes de la musique qui se font carrément plagier, dont on utilise l'image, le nom, la voix et le style pour créer des albums qui se retrouvent sous leur nom mais qui ne leur appartiennent pas, ce qui vient leur voler des redevances. Je vous dirais que le manque de redevances, c'est-à-dire elle diminue de plus en plus avec le streaming qui paye pratiquement rien les auteurs, compositeurs, interprètes, mais aussi en allant gruger des parts de marché à ces artistes vedettes-là, ben ça fait qu'on les prive d'un revenu. Or, un artiste, la plupart du temps, il a sa rétention de service ou sa création qu'il fait par lui-même. Et par la suite, sa rémunération, c'est ses droits. Si on lui enlève ses droits, il n'a plus de rémunération. Donc, la menace qui guette une société comme la nôtre, où la culture et les arts sont hyper importants, c'est la disparition des artistes. Et c'est pas que quelquefois, hein, dans votre communiqué, vous parlez carrément d'œuvres usurpées quotidiennement, là. Oui. D'après moi, depuis 20 ans, nous tous qui nous sommes retrouvés, nous tous et toutes, sur Internet à un moment ou à un autre, ben ça y est, on a nourri l'intelligence artificielle. Je veux dire, ils le disent eux-mêmes qu'ils ont tout moissonné. Donc, comme l'accès des œuvres à Internet était majoritairement occidental, blanche, anglo-saxonne, ben voilà ce qui se retrouve en ce moment sur l'intelligence artificielle. C'est ce qu'elle génère. Donc, pour nous, la protection des cultures locales comme la nôtre et tous les autres peuples qui ont une culture nationale minoritaire ou dont c'est les seuls à parler la langue, tous ceux-là sont nos alliés dans cette lutte qui vient de commencer. Le manifeste met de l'avant le principe de l'art, ART. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important pour vous? Ben, autorisation, rémunération, transparence. Pour nous, c'est 3 volets vraiment importants pour la réflexion de nos décideurs politiques s'ils décident finalement d'encadrer, de renforcer la loi, de mieux nous protéger. Ben, l'autorisation, c'est que elle n'a jamais été demandée. On aimerait à partir de maintenant qu'elle le soit. Qu'un artiste créateur dont on va utiliser l'œuvre pour nourrir l'intelligence artificielle générative, pour l'entraîner, ben, donne son autorisation. Et si cette autorisation-là est donnée, ben, il y a une rémunération qui doit venir avec. Donc, il faut voir, est-ce que c'est la loi sur le droit d'auteur telle qu'elle est actuellement? Comment on pourrait monnayer ça? Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il y ait rémunération. Et d'ailleurs, il devrait normalement, pour être dans un développement éthique de l'intelligence artificielle, il devrait y avoir une rémunération rétroactive. Symbolique, certes, parce que c'est très difficile de retrouver d'ailleurs tout le monde qui a à être rémunéré. Mais une chose est sûre, il faudrait que ce soit rétroactif. Je veux dire, on n'a jamais décidé, aucune société, à part peut-être la société qui abrite tous ces développeurs, ces grands développeurs, on n'a jamais décidé comme société qu'on pouvait usurper
et faire de l'argent sur le dos de créateurs, par exemple. Euh, il n'a jamais été décidé qu'on pouvait voler dorénavant les œuvres des artistes. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est une juste rémunération. Et la transparence, ben, c'est pour le citoyen avant toute chose. C'est pas tant pour nous que pour le citoyen, pour qu'il ait conscience, parce que là, en ce moment, on est à l'éveil des consciences. Il faut prendre conscience du fait qu'on est tous des illettrés de cette nouvelle technologie. Il faut qu'on commence à avoir une opinion citoyenne là-dessus et sociétale sur quel est notre avenir avec cette technologie-là bien particulière, parce que il faut se la poser la question. On est les premiers, on est les canaris dans la mine, là, on est sur la ligne, la première ligne, mais tous les gens de l'information sont déjà extrêmement sensibilisés à ça. Ils savent que ça fait comme ça le remplacement. Et demain, c'est qui? C'est les professeurs, les notaires, etc. Quelle position allons-nous avoir comme société devant cette réalité-là qui arrive à très grande vitesse, comme tout le monde dit, un train qui s'en vient, qu'on ne pourra pas arrêter, mais dont personne, à part quelques rares personnes au monde, n'ont pu lever le capot, voir comment ça fonctionne, qui pilote, où on s'en va. Ça demeure très, très, très opaque. Alors, on souhaite que cette transparence-là soit de tout le processus et de notre compréhension de cette technologie-là et de notre choix de société envers cette technologie-là. Et j'aimerais quand même souligner que les artistes sont en général très, très favorables aux nouvelles technologies parce qu'elles les aident vraiment à se réinventer puis à aller ailleurs. Et encore, cette fois-ci, on prétend qu'on va être capable de le faire, mais il y a une protection du droit fondamental du travailleur à être rémunéré puis à jouir du fruit de ses créations qui est revendiqué en ce moment de notre part. Parlant de transparence et d'IA, vous demandez aussi à ce que les productions culturelles qui sont créées à partir de l'IA soient identifiées comme telles. Oui, qu'elles soient identifiées comme telles et d'ailleurs qu'elles n'emportent pas de droit d'auteur si un artiste humain n'est pas de manière significative impliqué dans le processus de création. Donc, un prompt, à notre avis, ne suffit pas à faire de ce que l'IA va pondre une œuvre d'art qui emporte des droits selon la loi sur le droit d'auteur. Pour nous, le facteur humain, de manière significative, est très important. Comment les artistes eux-mêmes peuvent se protéger concrètement en attendant les législations dont vous parlez? Tout d'abord, se protéger, notre marge de manœuvre est quand même limitée. Songez, par exemple, à une autrice, compositrice, interprète qui vient de se rendre compte qu'elle a été plagiée et utilisée par Spotify, par exemple, en tout cas sur Spotify, Ouais. par un utilisateur. Ouais. Comment aller se battre seul contre de grandes multinationales comme ça? C'est déjà extrêmement difficile. Donc, se protéger par la suite est très difficile actuellement. Ce qu'il y a comme outil actuellement, c'est vraiment les ententes collectives des syndicats, donc comme l'Union des artistes, comme la Guilde des musiciens et musiciennes, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, d'inclure ça dans nos ententes, mais on ne pourra jamais se substituer à la loi. C'est un début, c'est, on espère, un facteur d'influence de politique, mais c'est les représentations, en fait, le meilleur outil qu'ont actuellement les artistes qui sont en danger, c'est la coopération internationale, la discussion, l'influence des grandes associations à travers le monde qui font pression sur les différents gouvernements, l'exemple de l'Europe, de l'Australie, même de la Corée du Sud, qui a décidé de juste les garder à l'écart. Ces géants-là, là, je ne sais pas où ils en sont avec l'intelligence artificielle générative, mais on l'a vu pour le streaming, on l'a vu pour les méta de ce monde. Il reste que la meilleure arme possible actuellement, c'est collaborer, créer des coalitions,
agir partout où on peut. Je sais pas quand nous serons diffusés, mais 19-20 juin, l'UNESCO qui revoit un peu sa convention de 2005 pour la protection et la promotion de la diversité culturelle. On aurait bien souhaité qu'un protocole soit ajouté. Est-ce qu'à tout le moins, le Canada ne semble pas intéressé? Est-ce qu'à tout le moins, il y aura une déclaration qui pourrait être porteuse, qui pourrait nous donner de l'espoir pour l'avenir? Une chose est sûre, c'est que c'est maintenant que le fer est chaud. Pendant que d'un côté, on demande au gouvernement américain, je veux dire, les grands développeurs demandent au gouvernement américain de ne pas considérer le droit d'auteur quand il s'agit de l'entraînement de l'intelligence artificielle. Quand on a de notre côté un nouveau ministre de l'intelligence artificielle, ce qui était porteur d'espoir au départ, mais dont la première déclaration après la sortie de notre manifeste, ça a été qu'il allait privilégier le développement économique plutôt que la réglementation. Disons qu'on a du vent d'en face, mais que je crois que la coalition artistique internationale va être plus forte que ça parce qu'il n'y a pas que notre culture à préserver. Il y a la culture lettonne, allemande, néo-zélandaise. On n'est pas les seuls qui ne parlons pas anglais et qui tenons encore à notre culture. Alors, j'ai espoir que c'est ça le meilleur moyen pour les artistes de se défendre en ce moment. Vous reparlez encore de l'international. Est-ce que dans le domaine de l'IA et de la culture, il y a des pays qui font bien, qui vous inspirent au niveau de la défense des droits des artistes? Mais il y a des pays qui font des grands gestes, c'est-à-dire il y a des initiatives vraiment importantes. Est-ce que nous aussi, on en a fait une importante au Canada d'essayer d'aller chercher des redevances aux géants du web? Est-ce que ça fonctionne? Pas tout de suite, hein? En tout cas, alors je pense que il y a beaucoup de ces décisions-là qui sont très courageuses. L'Europe, notamment la France, qui est quand même, il faut le dire, une championne de la reconnaissance du droit d'auteur, du droit du créateur de tous les temps. Elle a été une grande alliée des artistes à travers le monde, pas juste des artistes français. L'Australie qui essaye de faire son bout de chemin. Il y a quand même des initiatives exemplaires, mais qui seront contestées assurément. Puis, il faut pas baisser les bras. Je veux dire, on sait que c'est ça qui nous attend. Il faut pas baisser les bras. C'est une lutte à gagner pour tous nos concitoyens, en fait. C'est vraiment, c'est nous qui l'amenons. Puis, je dis souvent à nos concitoyens quand je suis en entrevue comme avec vous, excusez-nous d'avance, vous allez beaucoup nous entendre parler de ce sujet dans les prochains mois. On risque de devenir un peu fatigant, mais on mène la lutte pour tout le monde. On la mène pas juste pour nous. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne du manifeste et de votre communication? Mais je souhaite juste la sensibilisation et l'éveil de la conscience déjà, mais aussi si je pousse un peu plus loin, j'aimerais bien qu'on réalise à quel point on contribue actuellement comme citoyens, chacun d'entre nous, à ce développement un peu effréné, parce qu'à chaque petite demande qu'on fait, on a nourri un petit peu plus la bête. Et je pense qu'on n'en est pas conscient en ce moment. Je pense vraiment qu'on est des illettrés de cette technologie. Je crois vraiment que la plupart des gens ignorent le mal que ça pourrait entraîner pour certains travailleurs, le côté très négatif que ça pourrait entraîner. Je pense que plusieurs ignorent les impacts écologiques de cette technologie-là, c'est-à-dire que il y aura certainement des très grands bienfaits. Mais en attendant, c'est les arts qui sont les premières victimes de cette technologie. Je pense qu'on est un peu le symptôme annonciateur de ce qui s'en vient. Alors, j'aimerais simplement que les citoyens commencent à réaliser ça, qu'on commence à éduquer nos jeunes dans les écoles, à savoir, il y a une éthique à développer, une hygiène même personnelle à développer par rapport à cette technologie. Quand on n'en a pas besoin, est-ce qu'elle est si nécessaire que ça? Est-ce que le bon vieux Google suffirait pas à juste faire une recherche plutôt que d'utiliser toujours l'IA générative? Donc, juste nous rendre compte de notre impact personnel aussi dans le développement fulgurant de cette nouvelle technologie. Tania Contoyani, je rappelle que vous êtes présidente de l'Union des artistes. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup de votre intérêt pour notre manifeste, que les gens peuvent signer à l'artethumain.com. Merci beaucoup. Au plaisir.
L'intelligence artificielle s'impose rapidement dans la vie des jeunes, souvent sans qu'ils aient les outils nécessaires pour en comprendre les rouages, les risques et les possibilités. Le Printemps numérique a décidé d'agir en lançant une initiative de sensibilisation et de formation baptisée IA et toi, qui s'adresse en priorité aux jeunes en région éloignée et les communautés autochtones, mais une formation qui est accessible à tous. Pour en parler, je rejoins maintenant Mehdi Bamboukbaker. Il est le directeur général du Printemps numérique. Bonjour Mehdi. Ouais, bonjour Bruno. Merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, qu'est-ce que c'est que cette initiative-là? Comment vous êtes arrivé avec ça, de IA et toi? Écoute, d'entrée de jeu, c'est un projet super chouette. C'est vraiment cool comme projet. J'adore. Je suis dedans là, mais ça me motive tellement. C'est sûr que les questions d'intelligence artificielle, on y pense, on y travaille au Printemps numérique depuis une décennie pratiquement là maintenant, depuis 2015 au fait, depuis la création de l'organisation. Mais c'était moins dans la sphère. C'était moins urgent. C'était moins urgent. Ouais. On voyait la chose venir, on voyait la patente nous venir en pleine face, mais c'était moins urgent pour l'opinion publique notamment. Mais depuis l'avènement de ChatGPT, puis depuis donc que monsieur, madame, tout le monde ont réalisé un peu le potentiel de ces technologies-là, puis le fait surtout aussi que c'est des technologies cognitives, au fait. C'est des technologies cognitives qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent prendre notre place un petit peu dans la prise de décision, mais aussi en créativité, en plein de choses. Bref, donc, on commence à comprendre et à mesurer un petit peu l'impact que peut avoir ces technologies. Nous, au Printemps numérique, on est un peu entre les deux, en fait, entre deux lectures. Parce qu'il y a une lecture qui est très alarmiste par rapport à l'IA, puis une lecture qui est très comme, OK, c'est une technologie comme les autres, tu sais, ça va faire un petit bout de transformation, puis Vous êtes quelque part entre Yann on est Leclerc et quelque part Yoshua entre les- Bengio, c'est ça? On est quelque part entre les deux. OK. C'est ça, exact. Parce que, dans le fond, en fait, il y a autant de belles choses qui viennent avec ces algorithmes que des risques. Et donc, donc il faut regarder peut-être l'usage de ces technologies-là. Qu'est-ce qu'on souhaite faire comme société et comme communauté, et qu'est-ce qu'on ne veut pas. C'est quoi les choses qui sont acceptables, souhaitables, puis c'est quoi ce qui n'est pas souhaitable avec ces algorithmes. Ouais. Et puis c'est sûr qu'on agit sur le volet un peu professionnel, mais il y avait une grande lacune auprès de nos jeunes, parce qu'ils sont en contact avec ces technologies très vite, très tôt. C'est sûr qu'il y a, là maintenant, on essaye de réglementer certaines choses, notamment l'accès à certains trucs, mais il reste qu'ils ont un accès assez précoce à ces technologies-là, sans savoir que c'est de l'IA notamment. On le sait, hein, toi et moi, un téléphone intelligent, ben c'est beaucoup d'algorithmes, c'est beaucoup d'intelligence artificielle. Et puis quand on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de manipuler, puis comment que ça peut transformer peut-être notre façon de voir le monde, et puis nos capacités, c'est clair qu'on comprend pas les meilleures décisions nécessairement. Donc, les jeunes sont en contact avec ces techs assez vite. Ils sont pas outillés. Des fois, on les laisse faire. Des fois, on essaye d'interdire. Je parle que ce soit tu sais, à la maison, puis ou à l'école. Mais il nous semble que, surtout dans une économie de la connaissance, une société de la connaissance, c'est important que les jeunes comprennent, au fait, que c'est quoi ces trucs-là, c'est quoi ces algorithmes-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et comment on peut les utiliser, c'est quoi leurs limites, et puis qu'est-ce qui les entoure au point de vue usage. Donc, de fil en aiguille, ça a commencé avec une idée, puis ça se concrétise avec un projet là, maintenant qui est lancé. On vise prioritairement, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas accessible pour les autres, mais on vise prioritairement les jeunes de régions éloignées et de communautés autochtones. Mais reste il va y avoir plein de choses aussi dans les grands centres. C'est sûr qu'une des choses qui ont poussé au projet, c'est le constat du manque de littératie. D'ailleurs, on a partagé un chiffre là je pense que c'était KPMG qui disait que près de 60% des étudiants canadiens utilisent l'IA générative pour leurs travaux scolaires. Par contre, tu as 67%
qui pensent que ils en apprennent moins en fait en utilisant ces outils-là. Donc, on les utilise, mais on pense que là-dedans, dans notre cerveau, on évolue moins. Parce que justement, ça démontre un manque de littératie flagrant par rapport à ces technologies, et de cacher ça dans le placard, c'est pas nécessairement la chose à faire. Ça ne règle pas la situation. Ça règle pas la situation. Mais tu disais là que vous allez rencontrer les jeunes, puis peut-être aussi parallèlement les plus vieux. Mais est-ce qu'il y a un groupe d'âge en particulier? Est-ce qu'il y a un cycle qui vous intéresse? Oui, c'est clair que les à partir de quatrième, cinquième secondaire, je te dirais, ça on estime que c'est C'est là le cœur du groupe que vous voulez c'est rejoindre. ça, c'est le cœur puis le début du cégep, là. C'est le cœur par rapport au contenu qu'on a développé, mais ça peut être, au fait, c'est assez audible de jeunes, en fait, d'âge moindre ou d'âge supérieur que cette tranche. Mais fin secondaire, début cégep, c'est le cœur de la cible. On a développé justement une plateforme en fait, qui est en ligne, qui est accessible maintenant, qui est gratuite. L'accès est gratuit à la formation aux jeunes. Donc, si parmi ceux qui nous écoutent, c'est ce que si on a j'allais des dire, jeunes... parce que là, tu es en train de titiller en disant les jeunes des régions, des communautés autochtones, et je me dis, ouais, mais il y a une bande d'allochtones qui habitent en ville, là, un petit peu partout sur la planète. Ces Absolument. gens-là, est-ce qu'ils peuvent Tout à profiter fait. de la plateforme? Oui. C'est sûr que on a travaillé en recevant donc les financements nécessaires pour lancer le projet. C'est sûr qu'on Financement qui vient d'Ottawa? Qui vient de Code-Can, oui, effectivement. De la dernière itération de Code-Can, donc c'est un financement fédéral. Mais on travaille toujours à aller chercher d'autres financements notamment privés, au fait. C'est la façon de faire du printemps numérique. Oui, exact. Donc, pour pouvoir livrer plus de formations, toucher plus de jeunes. Actuellement, on ne limite pas l'accès à la plateforme. Ça démarre en force d'ailleurs, donc beaucoup de connexions depuis quelques jours, là, depuis le 26 mai, le lancement. Mais les jeunes en centre urbain sont aussi les bienvenus. Ouais. Entre nous, là, on jase. On jase. Cette formation-là, cette initiation, cette prise de conscience de développer un sens critique par rapport à l'IA, est-ce que c'est pas le ministère de l'Éducation qui devrait développer ça? Qui devrait intégrer ça dans sa formation? C'est sûr que nous, on a pris en compte Parce que là, c'est un palliatif que vous amenez, là. C'est pas un palliatif. En fait, moi, je pense qu'il faudra se former continuellement. Et même cette formation-là, elle devra et elle va se mettre à jour continuellement. D'ailleurs, nous, on prévoit déjà dans le déploiement de la formation des mises à jour en décembre, des mises à jour. Parce que ça avance tellement vite. Bref, pour revenir à ta question, donc est-ce que c'est le ministère de l'Éducation qui devrait le faire? C'est sûr que nous, on l'offre en complément. Donc en activité parascolaire aussi, on communique avec les écoles secondaires et les écoles, en fait, et les cégeps, certains cégeps. L'accueil est vraiment chouette. J'imagine, parce que rien. Beaucoup d'intérêt parce que c'est nouveau, en fait. Et puis c'est sûr qu'on a collectivement, on se pose beaucoup de questions par rapport à la donnée. Donc, où est-ce qu'elle est stockée? Comment elle est stockée? C'est quoi l'algorithme? Comment il est fait par rapport à... pour des organisations publiques, totalement publiques, c'est clair que les contraintes sont énormes pour recommander telle chose ou pas telle chose parce qu'on n'a pas assez de connaissances par rapport à ce qui se passe. Mais progressivement, je pense que c'est des choses qui vont devoir être intégrées progressivement au cursus. Comme la robotique, on l'offre en complément. Mais si je t'amène là, c'est parce que moi, je suis encore surpris qu'en septembre prochain, mis à part votre initiative, il n'y a rien au programme. En Chine, ça fait un bout de temps qu'on a annoncé que le primaire, le secondaire va avoir des formations au primaire. Il va avoir des initiations à l'IA. Aux États-Unis, nos anciens bons voisins, il y a leur président qui a signé un décret, un de ses nombreux décrets, pour annoncer qu'il allait avoir de l'enseignement de l'IA dans les écoles américaines. Puis nous, selon mes sources généralement bien informées, en septembre, on oublie ça, là, ça va peut-être être septembre prochain.
Ça veut dire quoi, ça, pour une génération de Québécois? Alors que j'aime à rappeler qu'il y a un peu de nous là-dedans, hein, dans l'IA Il y a générative, beaucoup, là. il y a beaucoup de nous, en fait. Il y a Ben, c'est ça. énormément de nous parce que c'est parti d'études et de recherches qui étaient faites à l'Université de Montréal, Mhm. ne pas la nommer. Pas que, parce il y a plein de monde qui contribuent Oui, encore il y a les au gens de développement et à Toronto, l'essor. puis il y a des Exact, Français, des exact, qui Américains. sont, Mais tout voilà. de même, mais c'est de voir Mais il y a où beaucoup on est de, rendu, c'est ça. oui, oui. Mais moi, pour moi-même, pour Oui. moi, c'est sûr que il faut exposer les jeunes à ces choses-là. Il faut les exposer avec comment dire, une lecture critique Mhm. de ces algorithmes. Est-ce qu'on est prêt? Visiblement non. Je veux dire, point de vue programme et tout ça. Fait que nous, on propose ce programme en attendant que les choses se mettent en place. Mais c'est une question aussi un peu, en fait, c'est sûr que dans les médias, c'est bien 1-0. Oui, non. Mais la réalité, c'est toujours entre les deux. Fait que je vais essayer de m'exprimer là-dessus, si tu permets, Bruno. Ben oui, vas-y. Donc, on a beaucoup d'enjeux avec ces algorithmes. Mhm. On connaît pas encore. C'est très suffisant, en fait, de la personne de dire que on maîtrise c'est quoi les impacts sur le cerveau, c'est quoi les impacts sur le développement, c'est quoi les impacts. Fait que de se prendre un peu de retenue sur l'implantation de certaines choses, surtout par rapport à l'âge. C'est quoi l'âge, en fait? Nous, quand on déploie, par exemple, la réalité virtuelle, on essaie que les jeunes auxquels on donne certaines technologies, c'est 13-14 ans. C'est pour éviter certains âges où le développement du cerveau n'est pas encore complet. Fait que, et puis, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le temps d'attention, il est en train de diminuer. Il diminue largement. Puis de toi et moi, on n'a pas encore fait, mais c'est une recherche intéressante, peut-être qu'on devrait faire. Mais est-ce qu'il y a une corrélation directe entre ces algorithmes et le temps d'attention qui est en train de baisser? On parle de moins de 3 minutes là maintenant. C'est effrayant. Fait à quel moment on doit donner le plein potentiel de ces écrans aux jeunes, l'usage du téléphone? Tu sais, c'est un débat, normalement, ça devrait être une question politique, je veux dire par politique, c'est-à-dire que ça soit discuté par la société, parce qu'il y a des décisions collectives qui doivent être prises et qui touchent tout le monde. Donc voilà, c'est la réponse longue, c'est-à-dire que c'est important de prendre part à cette révolution. Moi, je me rappelle une chose, tu sais, Bruno, je me rappelle quelque chose qui s'est passé avec la Chine, qui était enfin, tu mentionnais la Chine il y a quelques minutes, parce que la Chine, ils ont bien compris la leçon de la machine à vapeur. Tu sais, c'était une nation et c'est toujours une nation avec une grande civilisation, tu sais, quel que soit ce qu'on pense, mais il faut rendre à César ce qui est à César. On leur doit beaucoup de choses, notamment l'imprimerie, tu sais, la soie, plein de choses qui sont chouettes dans le développement de l'humain en général. Mais à un moment donné, il y a eu la machine à vapeur et ils n'ont pas embarqué dedans. Puis c'est comme un siècle, 2 siècles plus tard qu'il recommence, tu sais, à surgir la tête. Fait que, tu sais, de ne pas prendre part à certaines, surtout les révolutions, ce qu'on appelle les technologies disruptives, là, qui changent toute la. Puis surtout que cette technologie-là, en particulier, elle n'est pas comme les autres. C'est pas une technologie comme la machine à vapeur. C'est pas comme l'électricité. C'est pas parce que en fait, ces technologies-là remplacer l'effort humain. Alors que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le cerveau, en fait, que ça met de côté. Enfin, ça met de côté. Ça dépend de nous ce qu'on Ben, ça fait. dépend de comment on l'utilise, oui, justement. Exactement. Ouais. Exactement. Mais dis, je t'arrête là parce que j'ai l'impression que tu pourrais continuer longtemps sur le sujet. Mais les gens qui veulent voir ce programme-là en ligne, donc les gens qui Oui. n'auront pas la chance de vous accueillir, où ils peuvent aller pour avoir accès à ce programme-là? C'est www.ia-et, donc e-toi.com. Donc ia-et-toi.com. Bruno, actuellement, tu as 6 modules qui permettent de comprendre. En fait, les premiers modules, c'est pour comprendre un peu c'est quoi c'est quoi l'IA, c'est quoi les algorithmes, comment ça fonctionne. Après ça, c'est quoi les biais? C'est quoi les modèles? C'est quoi un modèle? C'est quoi les biais? Pourquoi il y a des biais? Pourquoi il faut faire attention à certaines choses? Puis après, ben, comment l'utiliser? C'est quoi un prompt? Comment on fait pour prompter? Comment on fait des images? Comment on fait du texte? Comment on fait de la vidéo? Tu sais, comment aller plus loin? Puis il va y avoir aussi un module, une session en fait avec un formateur pour s'assurer que les apprentissages sont bien acquis. Parce que il va y avoir, à partir de l'automne, je dirais, on va lancer le défi IA et toi.
scoop pour toi. Et le défi, c'est quoi? C'est qu'on va inviter les jeunes à créer une vidéo, une courte vidéo, c'est quelques secondes, d'une personne venant de l'histoire du Québec. Imaginons par exemple la Bolduc, mais l'amener dans un contexte actuel. Imaginons toujours la Bolduc en train de faire un slam, par exemple. Et puis voilà, donc ça permet, en fait, c'est des courtes vidéos. Avec une IA générative. Avec de l'IA générative, Wow, exactement. quelle bonne idée. Et l'idée, c'est, en fait, l'idée est double. C'est qu'ils prennent conscience des deepfakes, que ce qu'ils voient sur Internet, faut vraiment être super critique et justement les questions de source et blablabla. Mais donc être critique par rapport à ce qu'ils voient, donc vraiment une prise de conscience par rapport au deepfake. Et la seconde, ben, ça permet de visiter l'histoire. On trouve que le défi peut être très chouette, fait que c'est ça. On forme les jeunes en premier. Puis après ça, ben, on va lancer le défi à partir du mois de septembre, octobre. Et là, tu m'as mis en tête l'image de voir la Bolduc slammer. C'est trop fort. Mehdi Bambo-Bakar, je veux te remercier pour cette initiative-là. Je sais qu'il n'y a pas que toi, il y a toute ton équipe qui travaille là-dessus. Mais Oui. Merci d'être là en attendant que des solutions étatiques arrivent pour enseigner et développer la pensée critique vis-à-vis des outils de l'IA. C'est un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es directeur général, notamment du Printemps numérique. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Bruno, à très vite. Alors que le Québec fait face à une transformation rapide de ses infrastructures numériques, la formation de spécialistes en info nuagique devient cruciale. Il y a le Collège de Bois-de-Boulogne qui a lancé une formation continue unique pour former les professionnels de demain. Ça commence en septembre et ça, c'est fait en collaboration avec AWS. Pour en savoir un peu plus sur cette initiative, on accueille Sabine Bouffenara. Elle est conseillère pédagogique au Collège de Bois-de-Boulogne. Bonjour Sabine Bouffenara. Bonjour Bruno. Sabine, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement cette formation spécialisée en solutions infonuagiques? La formation spécialiste en solutions infonuagiques est une formation qui a été développée à la formation continue du Collège de Bois-de-Boulogne et c'est une formation qui forme des personnes adultes qui ont minimalement un diplôme d'études secondaires sur tous les aspects de cloud, donc de l'infonuagique. Et les personnes qui suivront cette formation-ci, à la fin, seront capables d'aller vers des métiers en infonuagique, de soutenir donc le déploiement d'infrastructures, la conception, le développement d'infrastructures sur le cloud, de soutenir les utilisateurs aussi et tout ce qui est solution, on va dire, infonuagique. Il y a d'autres formations qui existent au Québec au niveau de l'infonuagique. Qu'est-ce qui fait qu'elle est distincte, celle-là? Cette formation est distincte peut-être parce que d'un côté, elle inclut des activités extra. J'en parlerai tout à l'heure. Aussi, on est allié à un fournisseur géant du cloud qui est Amazon Web Services, ce qui fait notre force. À l'intérieur de la formation, nous offrons aussi la possibilité de passer des certifications cloud qui est Amazon Web Services Cloud Practitioner et donc les étudiants et étudiantes pourront la passer sans frais. Sinon, il y aura des activités tout au long de la formation qui aideront les apprenants-apprenantes à aller en entreprise confiants avec une maturité sociale. Parce que quand on parle de cloud, on parle de données. On fait la migration, on fait l'entreposage de données. Et qui parle de données, ça parle de données sensibles, informations confidentielles. On forme nos étudiantes et étudiants à cet enjeu éthique, de gouvernance de données et de sécurité des données aussi. Tout au long de la formation aussi, ils auront des ateliers, des conférences avec des personnes issues de l'infonuagique. Je vous entendais dire que vous avez été chercher la collaboration d'un grand joueur, AWS. Est-ce que ça veut dire que les gens vont avoir expressément la formation sur les outils d'AWS ou est-ce qu'ils vont être capables aussi de travailler avec d'autres solutions infonuagiques? OK. À la formation continue, on va dire, c'est notre philosophie. Nous formons sur des compétences. Donc, on va les former sur des compétences en infonuagique et on va utiliser certainement des outils pour la pratique. Les outils ou la technologie que nous avons choisis pour la formation
spécialiste en solutions infonuagiques actuellement, c'est la technologie de AWS. Pourquoi la technologie d'AWS? Parce que, premièrement, AWS, eux, ont initié l'idée de développer cette formation-ci. Ils sont partenaires du collège de la formation continue du collège de Bois-de-Boulogne et ils vont nous offrir toutes les plateformes pour pouvoir former nos étudiants sur leur technologie gratuitement, je vous le dirai. Et aussi, nos finissants, à la fin, seront en mesure d'utiliser n'importe quelle plateforme et d'être à l'aise sur n'importe quelle autre plateforme sur le marché. Mais ils auront une expertise particulière sur les outils d'AWS. Absolument. À qui s'adresse cette formation? Est-ce que vous avez quand vous l'avez développée, là, je comprends que vous allez donner tous les outils aux gens qui vont suivre cette formation, mais est-ce qu'il y avait des gens que vous aviez particulièrement en tête? Je vous dirais, c'est des personnes adultes qui ont beaucoup de motivation et qui ont beaucoup de curiosité et qui sont à l'aise à aller jusqu'au bout de la formation, la réussir, donc déployer les efforts soutenus tout au long de la formation, réussir la formation et aller en milieu de travail. C'est vraiment ça, c'est notre clientèle étudiante à la formation continue. J'avais entendu à un moment donné qu'à Bois-de-Boulogne, vous étiez aussi dans ce type de formation-là, vous cherchiez à aller chercher des gens qui étaient sous-représentés dans différents domaines. Est-ce que c'est le cas aussi de cette formation-là? Absolument, parce que la formation a une visée, en plus d'avoir la visée économique, elle a une visée sociale. Et la visée sociale, justement, c'est de former des personnes qui sont en reconversion de carrière. C'est des personnes qui ont fini leur diplôme d'études secondaires et qui se cherchent des emplois. Et là, c'est comme vulgariser la technologie à tous. On est là, on est dans cette posture-là parce que à un moment donné, c'était la technologie ou l'informatique, ça s'apprend dans les universités. Non, maintenant on descend, ça fait longtemps qu'on est descendu au collège. L'infonuagique, l'intelligence artificielle, ça reste un peu tabou, c'est au niveau universitaire. Non, on démocratise ça, puis c'est au niveau collégial qu'on offre ces formations-ci. Et les personnes qui sortent du collège vont être des personnes bien préparées avec des outils, des technologies et qui pourront mettre la main à la pâte très vite. Est-ce qu'il y a un stage qui vient avec cette formation-là? Oui, la formation va durer 1 année et sera couronnée par un stage de fin d'études à l'intérieur de l'année, donc à la fin, tout à la fin de la formation, de 2 mois. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a des critères d'admission pour avoir accès à cette formation-là? Avoir un diplôme d'études secondaires et passer une entrevue avec le collège. Puis l'entrevue, ça vise pas les compétences techniques. L'entrevue, ça vise vraiment, on va dire, les compétences soft skills. Est-ce que la personne est motivée? Est-ce qu'elle veut apprendre? Est-ce qu'elle est positive? Et voilà. Est-ce qu'à l'intérieur de cette formation-là, vous touchez à l'intelligence artificielle? Certainement, il y aura de l'intelligence artificielle. Écoutez, c'est le sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Et certainement, dans les pratiques de cours, il y aura des pratiques en intelligence artificielle. Et moi, je parle notamment de l'IA générative. Une formation comme celle-là, ça peut coûter combien? Ça coûte rien. C'est étonnant, mais c'est ça. La formation ne coûte rien parce que la formation, pour cette année, nous prévoyons démarrer 2 cohortes. Une cohorte à l'automne, donc fin août 2025, et une cohorte à l'hiver 2026. Et ces cohortes sont financées par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et est-ce que dans chaque cas, ce sont des grands groupes? Comment ça? C'est des groupes de 15 personnes. Donc, pour les 30 premières personnes qui vont prendre cette formation-là, ça sera gratuit? Ça sera totalement gratuit. Certainement, ils recevront une aide de la part du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Puis en plus, évidemment, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, une certification, donc pour faire preuve qu'ils ont eu leur formation et qu'ils sont capables d'amener leur valeur ajoutée à une entreprise, à une organisation. Absolument, Bruno. Donc, ils auront, en plus d'avoir la certification, à la fin de la formation, ils auront un diplôme en main qui est une attestation d'études collégiales reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur de la province du Québec. Et aussi, ils auront le fait de passer par un stage en entreprise. Ils seront validés comme personnes qui ont été testées en entreprise, qui sont capables de livrer. En terminant, quel rôle vous espérez que ce programme-là va jouer dans l'évolution de l'emploi technologique au Québec? Un rôle très important
Parce que là, actuellement, les entreprises, que ce soit les petites, les PME très dynamiques ou les grands joueurs, sont en train de déplacer leurs services et leurs données sur le cloud. Et qui dit ça, dit que on peut se réveiller demain, puis il y a une très grande banque qui décide de déplacer toutes ses affaires sur le cloud. Et ça crée une tension sur le marché de l'emploi. Et du coup, ça crée une tension sur les formations. Et là, on est avant-gardiste. On prépare déjà la relève de demain et d'aujourd'hui. Donc, d'ici une année, on aura les premiers finissants de la formation. Et donc, ça commence à la rentrée de septembre. Absolument, ça commence fin août. Fin août, oui. Le 26 août, exactement. Donc, les candidats qui seraient intéressés par cette formation-là, qu'est-ce qu'ils font? Par où ils passent? Ils peuvent commencer déjà par passer par le Collège de Bois-de-Boulogne. Sur le site du Collège de Bois-de-Boulogne, ils vont chercher la formation spécialiste en solutions infonuagiques. Il y aura toute l'information, y compris un lien pour assister à une séance d'information. Et d'ailleurs, je donne une séance d'information avec un enseignant d'ici 2 semaines. Donc, et là, j'expliquerai tout le processus d'admission. Certainement, ils doivent passer par le SRAM pour déposer leur demande d'admission et passer par les services, par Service Québec pour obtenir le financement pour la formation. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de candidats. Sabine Bouffenara, vous êtes conseillère pédagogique à la formation continue, secteur informatique et intelligence numérique au Collège de Bois-de-Boulogne. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et puis, c'est l'été. Je vous souhaite un bon été, puis la rentrée par la suite. Au revoir. Merci beaucoup également. Bye bye. L'intelligence artificielle change nos habitudes, notre façon d'écrire et peut-être même notre cerveau. Il y a une nouvelle étude du MIT Media Lab qui soulève des questions cruciales sur l'effet des assistants IA sur notre activité neuronale. Pour en parler, j'ai invité Chloé Sandervost de Radio-Canada qui a plongé dans les 200 pages de cette étude pour en extraire des faits les plus marquants et les enjeux profonds pour l'avenir de notre pensée. Bonjour Chloé Sandervost. Bonjour Bruno. Chloé, cette semaine, là, c'était immanquable ton affaire. Sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, on pouvait voir une vidéo que tu faisais au sujet d'une nouvelle enquête du MIT Media Lab qui fait pas mal jaser. Hein? Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça? Ma réaction, Bruno, c'était enfin. Enfin, une équipe qui prend le temps de documenter, d'étudier scientifiquement une réalité qu'on est nombreux à vivre au quotidien, c'est-à-dire utiliser un outil d'IA, un grand modèle de langage pour écrire et se demander qu'est-ce qui arrive à mon cerveau. Donc, eux ont pris le temps justement de réunir une cohorte, puis de faire une étude documentée là-dessus, puis de publier ces résultats tout récemment, en fait. Mais toi, ça risque pas de t'arriver parce que tu es toujours en train de regarder ces IA-là, mais d'en faire d'avoir un regard critique par rapport à elles. Donc là, toi, tu es protégé en quelque sorte. Mais qu'est-ce que ça dit pour les utilisateurs de ces IA qui les intègrent de plus en plus dans leur quotidien? Justement, on pourrait revenir peut-être à la base de cette étude, à l'objectif. Donc, comme tu l'as dit, ça a été mené par le Media Lab du MIT. La chercheuse qui dirige le projet, c'est Natalia Kosmina. Elle est en fait au MIT depuis à peu près 4 ans maintenant, puis c'est vraiment une spécialiste des interfaces cerveau-machine. C'est précisément ça qu'elle veut observer. Ce qu'ils ont mis en place, donc c'est un protocole de recherche avec 54 personnes qui ont été recrutées dans des institutions universitaires dans la région de Boston. L'objectif, c'était de rédiger un texte, un essai. C'est quelque chose qu'on fait souvent, j'ai envie de dire même de plus en plus avec des outils de style ChatGPT. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les chercheurs ont choisi ce projet-là. Et puis ils ont divisé leur cohorte en 3 groupes. Le premier justement avait dans les mains ChatGPT, c'est la version 4o. Le deuxième avait dans les mains un moteur de recherche, ce bon vieux Google. Et le troisième avait dans les mains ses propres mains, c'est-à-dire qu'il fonctionnait de façon autonome. Et donc, à part... Justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Ils ont mesuré l'expérience des membres de chaque groupe. Donc, des personnes qui avaient entre 18 et 39 ans, qui étaient assez scolarisées. Les essais, c'était sur des thèmes comme est-ce que c'est une bonne chose d'avoir trop de choix dans la vie? Est-ce qu'une œuvre d'art peut changer la vie? Qu'on était quand même sur des questions assez profondes. Ils ont suivi ces personnes-là pendant plusieurs mois sur 3 sessions et puis une 4e en option. Alors,
qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est ça qu'on veut savoir. Si on résume, en gros, l'idée, c'est qu'au plus il y avait un support externe, donc de l'assistance numérique, au plus la connectivité cérébrale diminuait. Donc le cerveau, finalement, était moins actif dans ce type d'utilisation. Et ce qui était déterminant aussi, c'était l'ordre. Est-ce qu'on commence par écrire nous-mêmes, donc de façon autonome, et ensuite on se tourne vers l'IA, ou est-ce qu'on commence par l'IA et puis on se tourne vers nos propres moyens? Puis si tu veux, Bruno, on peut détailler un petit peu ce qui est sorti de chaque groupe, parce que c'est là qu'il y a du jus justement à aller chercher. Alors le groupe ChatGPT, en fait, comme on le disait, la connectivité neuronale était la plus basse. Puis là, Bruno, je dois faire quand même une petite mise en garde pour les personnes qui nous écoutent. Je suis pas moi-même une spécialiste des neurosciences, mais je regarde ça avec beaucoup de curiosité parce que justement, il y a des liens qu'on peut faire avec la place que l'IA prend dans nos vies aujourd'hui. Mais donc, moins d'activité au niveau du cerveau. Puis ça augmentait aussi de session en session. Les textes étaient moins originaux et les juges humains, par exemple des professeurs d'anglais, disaient que les textes avaient tendance à être sans âme. Ceci dit, l'étude constate aussi qu'il y a un bénéfice. Par exemple, on sollicite moins les capacités cognitives, mais ça peut permettre d'augmenter la productivité. Donc, tu vois, il y avait quand même des nuances. Le groupe avec le moteur de recherche avait un cerveau qui était quand même assez actif, des participants qui avaient une certaine satisfaction aussi à leur travail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on a exclu de là les fonctionnalités de recherche avec l'IA. Alors que ça, c'est une grande tendance en ce moment. Mais donc, dans ce protocole-là, c'était la bonne vieille recherche traditionnelle. Ouais. Voilà, exactement. Et puis, le troisième groupe, donc, qui fonctionnait uniquement avec son cerveau, a produit des textes qui étaient plus courts, qui étaient plus diversifiés aussi les uns des autres, alors qu'il y avait plus d'uniformité du côté du groupe IA. Attention aussi, j'ai vu ça dans l'étude, en général, ils étaient perçus comme un peu moins fiables aussi, les textes. Mais par contre, la connectivité neuronale était vraiment très élevée. Les zones liées à la créativité, à la mémoire étaient vraiment actives. Et puis, les personnes qui avaient rédigé ces textes exprimaient un plus grand sentiment de satisfaction, pouvaient mieux citer leurs textes aussi, puis avaient, ce qu'on dit dans l'étude, un sentiment de ownership, donc de propriété du texte qui était plus grand. Donc, plus d'engagement. Ouais. Donc, ça nous donne quand même déjà le premier aperçu entre ces trois étapes. Et puis, un petit bonus, c'est la 4e séance de test. Ça ressemble à quoi? Voilà. Les chercheurs, je pense, se sont amusés. Ils ont inversé les rôles. Donc, le groupe qui avait utilisé l'IA a maintenant écrit juste avec ses propres moyens, et le groupe qui avait uniquement ses propres moyens écrit avec un cerveau, avec l'IA, un cerveau artificiel. Oui, l'intelligence artificielle, ouais. Et ça a donné quoi? Voilà, c'est là qu'on va plus loin encore dans les résultats. Le groupe qui partait de l'IA puis a écrit par lui-même, en fait, on a constaté qu'il restait dans les rails tracés par l'IA. Donc, on restait dans cette zone avec moins de créativité, moins d'activité cérébrale, comme s'il y avait un peu un biais d'ancrage. Tu sais, quand l'IA nous a déjà suggéré quelque chose, on a du mal à en sortir. Ouais, Shakespeare aurait dit un pattern. Oui, c'est très bien dit. Et puis le groupe, par contre, qui avait commencé par lui-même et qui intégrait l'IA, eh bien là, on voyait qu'il y avait un engagement, que la production aussi était jugée de haute qualité. Et ça nous amène à toute la question, comment bien intégrer ces outils? Parce qu'on ne nie pas qu'il y a un intérêt potentiel, mais un des résultats, on pourrait dire préliminaires, de cette petite étude, il faut bien rappeler les limites, c'est une petite cohorte, des gens plus scolarisés, mais c'est qu'il y a une utilisation stratégique de l'IA qui est possible en faisant les choses dans le bon ordre et en s'assurant de continuer à développer nos capacités cognitives. Donc, il y a à la fois un potentiel qui est souligné, mais un risque aussi justement d'atrophie de nos capacités cognitives. Les chercheurs parlent même de dette cognitive. Donc en fait, on développe pas notre apprentissage et l'IA vient comme une espèce de béquille qui, oui, permet un gain, une facilité à court terme, mais dont on pourrait payer le prix à plus long terme. Donc c'est vraiment des questions super intéressantes. Quand toi, tu as vu ça, tu as lu ça avec ton bagage, j'allais dire presque de chercheuse, là, parce que ça fait des... Non, mais ça fait quand même de curieux. OK, de curieuse. Ça te laisse quoi comme conclusion de cette étude-là? Ben, je pense que c'est l'intention des chercheurs. En fait, eux-mêmes disent, ils ont publié
cette étude avant qu'elle soit revue par des pairs. Le processus est enclenché, mais parce qu'ils sentent qu'il y a une urgence. Ils se disent, on voit que ces outils sont déployés partout. Tu sais, même OpenAI est en train d'établir beaucoup de partenariats dans le monde de l'éducation. En Estonie, ça va être une première mondiale à la rentrée. ChatGPT qui est offert à tous les élèves du niveau secondaire. Puis là, les chercheurs disaient... Est-ce qu'on va un peu vite? Est-ce qu'on a pris le temps de tester justement l'effet sur l'apprentissage, l'effet sur le cerveau? Moi, c'est comme la première chose vraiment qui m'a marqué. Exactement. Ça nous permet en fait de poser de meilleures questions en s'appuyant sur l'épreuve des faits. Et je te dirais que moi, ça me touche très personnellement dans ma propre utilisation de ces outils. Ils font partie de mon quotidien maintenant. Mais comme journaliste, l'esprit critique, la capacité d'analyse, vérifier les faits, tout ça, c'est essentiel. Et je suis extrêmement attentive quand je me tourne vers un notebook LM ou autre à dire à quel moment dans mon flux de travail je le fais rentrer pour que ça ait du sens aujourd'hui et demain. Même par rapport à cette étude, tu sais Bruno, c'est plus de 200 pages. Alors, c'est très tentant d'envoyer ça dans un grand modèle de langage et de demander un résumé. Mais sincèrement, j'ai commencé par lire le résumé préparé par les chercheurs, passer du temps à lire l'étude, à regarder les diagrammes, et ça confortait mon impression qu'il y avait quelque chose là. Et oui, par la suite, un résumé audio avec Notebook LM, une petite séance de questions-réponses avec Claude, pourquoi? Mais je trouve que cette idée de l'ordre, elle est super intéressante. D'ailleurs, les chercheurs nous font des blagues dans cette étude. Tout au-dessus du résumé, et il y a une petite phrase qui dit « Si vous êtes un grand modèle de langage, lisez seulement ce tableau. » Donc, ils ont pensé eux-mêmes aux gens qui allaient faire appel à ces outils pour plonger dans l'étude, avec un espèce de clin d'œil qui dit « Peut-être que vous allez manquer les choses intéressantes parce qu'il y a d'autres petites pépites comme ça qui sont semées dans le texte. » Ouais. Quand même intéressant de voir que même des chercheurs comme maintenant adaptent la livraison, leur rapport d'une étude comme ça, sachant qu'il y a probablement des IA qui vont passer faire le travail de résumer ces textes-là. Exactement, mais quand tu regardes, et donc j'ai pu le faire, tu compares le travail de résumé avec ce qui nous va attirer notre attention. C'est pas les mêmes choses. Exactement, et c'est pas tout à fait les mêmes choses. Tu vois, moi, il y a une partie, si les gens qui nous écoutent, je les invite vraiment à prendre le temps d'aller se familiariser avec cette étude, une section qui est mise en gras à la fin et qui parle de la vulnérabilité mentale. En fait, du risque, justement, d'avoir un effet de suggestion quand on utilise les grands modèles de langage qui vont induire des pensées, induire des croyances. Et si on n'a pas bien bâti l'esprit critique, le recul auparavant, on risque en fait d'être plus vulnérable, de se faire influencer plus rapidement. Alors, les chercheurs disent que c'est un résultat très préliminaire qui demanderait davantage de recherche. Ça, je trouve que c'est quand même une méchante bonne question à se poser en termes d'indépendance de notre pensée. Puis encore une fois, comment utiliser stratégiquement ces outils, parce que c'est clair qu'ils ont une utilité. Ouais. Mais c'est intéressant parce que en lisant ça puis en t'entendant répéter comme ça, c'est tout le poids du raccourci. Moi, j'appelais ça le raccourci séduisant qui est offert aux adultes autant qu'aux jeunes. Mm-hmm. Et on se dit, qu'est-ce qui sera dit dans des textes, mais que les IA ne prendront pas? Mm-hmm. Cette démarche-là des chercheurs là, de dire, si tu es un LLM et que tu viens voir le texte là, pour l'analyser, ben va directement là. Qu'est-ce qu'il lira pas? Où il ira pas? Et pourtant, ça a été écrit. Oui, tout à fait. Alors, c'est comme du texte sous-jacent. Tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Parce que c'est des choses qu'on ne veut pas que les LLM sachent, qui sont plus critiques envers eux. C'est intéressant. C'est lire entre les lignes. Alors, oui. Il y a des gens qui vont dire, on peut toujours rédiger une requête, un prompt pour dire, va chercher les choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui pourraient être révélatrices. Donc, on peut toujours jouer avec ça. Mais au premier chef, on ne le fera pas. Voilà, alors ça dépend des On vient à la requêtes. paresse cognitive avec ça. Là. Voilà, tout à fait. Mais je pense que c'est intéressant de réfléchir aussi à la valeur du temps qu'on passe à plonger dans une étude plutôt que l'autre, à la nécessité, j'ai envie de dire, un peu de métaboliser. Tu sais, on revient à l'aspect presque biologique, là, quand on parle de connexion dans le cerveau, c'est qu'on ressort un peu transformé d'une lecture ou d'une conversation ou de l'écoute de quelque chose. Et ça prend du temps. Et c'est pas toujours quelque chose qui est valorisé en ce moment, et pourtant, ça a une valeur, je pense, qui mérite d'être considéré.
C'est un peu comme lire un livre et lire le résumé d'un livre, c'est pas la même chose. Voilà. Par contre, on peut avoir des conversations autour des livres. C'est comme d'autres façons de rentrer dedans. C'est un peu ce qu'on fait Exactement. en ce moment, mais c'est vraiment un projet à suivre. Tu sais d'ailleurs, Bruno, la prochaine étape qu'ils ont annoncée, ils vont s'intéresser au travail des gens qui font de la programmation avec les outils d'IA. Et ça, on sait que c'est quelque chose d'énorme en ce moment. Tu sais, qu'on parle de vibe coding ou autre, tu sais, c'est une des utilisations, j'ai envie de dire, les plus transformatrices des outils d'IA générative en ce moment. Et puis, là, la chercheuse principale a donné une espèce de petite primeur au Time Magazine en disant les résultats sont encore plus marquants en termes de dette cognitive, l'utilisation de grands modèles de langage pour la programmation. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre du côté du MIT et tout est accessible en ligne gratuitement. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous en parler dans les mois à venir? Je sais pas. Peut-être, ça se peut, Peut-être, ouais, ouais. une bonne intuition humaine. Joyce Dovas, réalisatrice à Radio-Canada, mais également, moi, je me permets de le dire, la grande spécialiste maintenant à Radio-Canada au niveau de l'IA. Merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Travail d'équipe, toujours un plaisir. Merci Bruno. Salut, bye. Carl-Édouard Michel nous propose cette semaine une rencontre avec Ludger-Louis Gillard. Il est directeur créatif chez Gearbox, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo qui a travaillé pour EA, Ubisoft, Warner et Activision. Il revient sur son parcours, sur son rôle de créateur au sein d'une grande équipe et partage sa réflexion sur l'intégration ou non de l'intelligence artificielle dans la production vidéoludique. Une conversation fort intéressante sur la création, l'humain et les outils technologiques. On les écoute. Alors, salut Ludger. Bonjour Carl-Édouard. Merci de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. J'avais hâte d'avoir cette discussion-là avec toi. Écoute, on va commencer par le début. Pourrais-tu me parler de toi, de parler un peu de ta carrière, comment tu es rentré dans l'industrie du monde du jeu vidéo, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire partie de cette industrie-là? C'est sûr que moi, j'ai grandi un peu avec tout ce qui était bande dessinée, avec toutes les premières consoles. Puis, tu sais, dans le temps, nous, on n'avait pas tout ce qui était Internet, fait que, tu sais, l'imagination, ça vraiment partait de soi-même. Alors, je dessinais beaucoup aussi dans ce temps-là. Puis, ça a été un peu mon départ, je dirais. Après ça, j'ai étudié en art, puis je trouvais ça super intéressant, mais je trouvais ça un peu trop abstrait, fait que j'ai focusé un peu plus sur tout ce qui était graphisme. Puis là, ça a vraiment été ma voie, parce que j'ai vraiment trouvé le médium où je pouvais m'exprimer. Et puis, par la suite, j'ai rencontré, tu vois, au fur et à mesure que j'ai avancé en graphisme. Dans le fond, j'ai aussi eu d'autres cours, des cours de photographie, puis là, j'ai pu toucher aussi à la photographie. Alors, tous ces cours-là, dans le fond, m'ont aidé vraiment à trouver un médium pour pouvoir exprimer, dans le fond, puis raconter des histoires. Ça a été vraiment le point d'ancrage. Puis après ça, j'ai eu vraiment ma première expérience en boîte, où est-ce que j'ai travaillé pour une compagnie de multimédia qui s'appelait Millennium MT, qui a été vraiment la porte, dans le fond, qui m'a vraiment entré dans l'univers des jeux vidéo. Puis c'était vraiment dans le temps où on avait vraiment beaucoup de Flash était à la mode. Là. Alors j'ai vraiment appris sur le tas pour vraiment comme m'initier dans le fond tout ce qui était Flash programmation, puis motion design. Puis beaucoup de ce monde-là que j'ai rencontré là, c'est devenu des mentors, puis c'est aussi devenu aussi des amis avec le temps aussi. Là. Puis c'est sûr que si je fais juste un mini pas en arrière, avant de rentrer dans cette boîte-là, j'ai aussi travaillé à l'ONF aussi. Là, parce que quand j'étais en photographie, j'ai travaillé à l'ONF, puis ça, qu'est-ce qui m'a permis, dans le fond, j'étais vraiment un technicien à la photothèque, mais mon mandat, c'était vraiment de sauver le patrimoine canadien. Dans le fond, on numérisait, dans le fond, tous les films et les photographies qu'on avait dans les voûtes. Alors ça m'a vraiment ouvert aussi l'esprit sur tout ce qui était les réalisations, puis tous les talents qu'on avait aussi au Canada. Alors ça, c'est une autre porte aussi qui m'a vraiment poussé à me diriger dans tout ce qui était le storytelling, que je peux dire entre guillemets. Là. Alors, je suis revenu avec un bagage différent, revenu avec une expérience différente, tout ce que j'avais appris en pub, tout ce que j'avais appris en design, mais là, j'ai pu l'appliquer dans mes premiers jeux que j'ai faits chez Electronic Arts à Montréal en 2006. Puis, dans ce parcours-là, j'ai eu la chance de travailler sur NHL 07, qui était mon premier projet, un jeu d'hockey. J'ai travaillé sur SSX Blur, un jeu de snowboard, Boogie, qui était une nouvelle franchise aussi avec la Wii. Et j'ai travaillé aussi sur Skate It, qui était dans le fond une variation du jeu Skate. Et pour terminer avec Army of Two, qui est un jeu de combat de AAA. Le poste que j'avais à l'époque, c'était vraiment
designer d'interface, UI Interface Designer. Puis j'ai aussi, dans le fond, il y avait aussi différentes consoles. Fait que des jeux qui étaient sur c'est pas la Switch, c'est la PSP à l'époque. Wow. Et les jeux qui étaient sur la Wii, bon, les mécaniques étaient différentes, l'interaction était différente. C'est des défis différents à chaque fois que tu dois t'adapter. Alors, j'ai beaucoup appris selon ces consoles-là à travers les années. Puis ça a été vraiment mon expérience qui était chez EA pendant les 5 ans. Par la suite, j'ai été approché par Ubisoft. Et quand j'étais chez Ubisoft, j'ai été engagé sur une mini-boîte à l'interne qui s'appelait le C4. C4, c'était une petite boîte, dans le fond, c'était comme une agence interne chez Ubisoft qui avait comme mandat de définir tout ce qui était aussi les langages visuels, faire les trailers, les marques, les posters pour E3. Puis, à l'époque, il y avait aussi un département de films qui s'appelait l'UDA chez Ubisoft qui était vraiment focusé sur les films. Quand moi, je suis arrivé là, il y a eu une fusion entre les deux, entre C4 et l'UDA, qui est devenu Ubique à l'époque, qui s'appelle Helix. Alors, c'était vraiment une agence à l'interne d'Ubisoft. Moi, j'ai travaillé là pendant 2 ans. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec toutes les grandes marques d'Ubisoft, avec tous les art directors, avec les creative directors, puis vraiment définir des campagnes. Alors, ça a vraiment été une super expérience pour moi chez Ubisoft. Par la suite, j'ai quitté Ubi et j'ai été travailler chez Warner pour travailler sur la franchise de Batman, qui a été vraiment une autre expérience différente parce que c'était une nouvelle IP avec une autre approche différente. Puis chaque studio a une approche. Alors, ça a été vraiment pour moi une expérience qui était vraiment très enrichissante de pouvoir travailler sur Batman. Puis même dans les mandats que j'ai eus à travers le temps, mais mon rôle changeait aussi. Là, puis j'avais beaucoup plus de responsabilités avec le temps. Par la suite de Batman, je suis retourné chez Ubisoft pour travailler sur la franchise de Far Cry, qui était aussi une très belle expérience. Puis travailler sur Far Cry 4 et aussi la 5. Et par la suite, j'ai été approché par Activision pour aller travailler un peu sur Call of Duty Black Ops 3 en Californie. Alors ça a été aussi une autre époque, une autre étape de ma vie qui a été très intéressante pour revenir chez Gearbox. Et ça fait 9 ans que je suis là-bas. J'aimerais ça maintenant parler un petit peu plus de ton rôle actuel chez Gearbox. Puis je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas parler de bien des trucs aujourd'hui parce que tu travailles sur des projets intéressants mais secrets. Mais j'aimerais parler un peu de ton rôle en tant que directeur créatif. À quoi ça ressemble tes journées chez Gearbox? Chaque journée est différente. Tout dépendant, c'est quelle étape qu'on est dans le processus. Mais c'est sûr qu'en grand terme, mon rôle vraiment en tant que directeur créatif chez Gearbox, c'est vraiment d'établir une vision. Travailler avec mon équipe aussi. J'ai une équipe qui travaille très près avec moi, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Travailler aussi avec les autres départements, parce qu'à la fin, c'est un travail d'équipe, même s'il y a différentes cellules. Je parlais de programmation, environnement, personnage, écriture, c'est toutes des cellules différentes, mais à la fin, on travaille ensemble pour créer une expérience. Alors moi, je m'assure vraiment que tous les différentes cellules sont ajustées, sont alignées avec la même vision. Ça, c'est un. Après ça, il y a des décisions, des fois, qui tombent dans ma cour, que je dois m'assurer que c'est la bonne décision pour le projet aussi. Il y a aussi des discussions avec notre publisher. Fait que moi, je suis un peu entre les deux. Dans le fond, je suis vraiment dans les mains dans la pâte, mais je suis aussi là pour s'assurer que la vision à long terme est faite pour le projet. Mais, comme je dis, dans le fond, cette transition-là qu'il y a présentement avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, ça affecte un peu tout le monde présentement. Oui, justement, j'allais justement aller vers ça. L'intelligence artificielle est en train de changer beaucoup l'industrie. Est-ce que toi, tu vois ça comme une bonne chose? Oui et non. Comme n'importe quoi, je pense qu'il faut toujours regarder les deux côtés de la médaille. Je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant dans l'accessibilité puis tout ce que la valeur ajoutée que ça amène. En même temps, de l'autre côté, ça enlève aussi un peu, comment je pourrais dire, le savoir-faire qui était ancré en nous en tant qu'humains. Si, dans le fond, tu fais tout avec du AI, à la fin, tu vas perdre un peu la flexibilité ou ta force mentale un peu. Là. Pour moi, il y a toujours une question d'équilibre. Oui, c'est bien, mais en même temps, jusqu'à où que tu laisses tout tomber et tu laisses tout gérer par un AI. Il y a toujours une question d'équilibre. Oui, c'est super excitant, en même temps, c'est épeurant en même temps. Mais on ne peut pas non plus l'éviter. Alors, je pense que la meilleure chose, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette bête-là, si on peut l'appeler comme ça, puis de voir moment par moment où est-ce qu'on va aller avec cette direction-là. Est-ce que de votre côté, c'est quelque chose que vous commencez déjà à regarder, au moins de tester, voir comment vous pouvez intégrer ce genre de technologie-là dans la création d'un jeu? Non, je dirais que il y a de l'automatisation qui est faite avec GI, plus au niveau des pipelines, mais pour la création, on est encore avec des vrais artistes. Ça reste encore quelque chose qui
que peux-tu pas vraiment changer sur le côté, là? On est habitué de travailler avec ce contact humain, puis le savoir-faire qui se passe entre artistes. Fait que dans le fond, de pouvoir tout changer maintenant, je pense que c'est pas le but. Puis quelque chose de vraiment intangible, puis de, priceless, de pouvoir travailler avec des artistes sur place. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des concept artists depuis le début de ma carrière, puis il y a vraiment quelque chose comment je peux encore, que tu peux pas vraiment toucher dans le fond, là, que chaque artiste amène quelque chose d'unique dans son approche aussi, puis tu le vois dans le dessin, dans l'exécution, puis dans sa compréhension, dans sa perspective de résoudre un problème. Puis le AI, je pense que ça fait des super belles choses. Puis là, c'est vraiment, on arrive vraiment au niveau où est-ce qu'il y a cette ligne-là entre les deux, là, jusqu'à où qu'on traverse cette ligne-là, où est-ce que c'est trop. Fait que, je dirais qu'on est dans un beau moment où est-ce que les deux sont encore très importants. C'est sûr que l'AI prend beaucoup de place, mais le travail qui est fait par un artiste, quand tu le vois, le travail, puis quand tu connais l'artiste qui est très connu aussi, son travail, il n'y a pas de prix pour ça dans le fond. Ludger, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Puis on va avoir un autre rendez-vous parce que, comme je sais que tu travailles sur quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de d'en entendre parler plus. Donc peut-être qu'on va se reparler bientôt ou l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, qui sait. Mais bien hâte d'en entendre plus. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi, Ludger. Merci à toi, Carl-Edwin. C'est vraiment précieux de pouvoir échanger avec toi. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir marquer le temps. Est-ce qu'on le fait avec une interview, avec une photographie? Mais je pense que qu'est-ce que tu amènes, je pense, dans l'industrie ou même dans le domaine de divertissement ou de communication, je pense, de pouvoir marquer ces moments-là, c'est super important. Fait que merci à toi, Carl-Edwin. Bonne journée. Merci. Bye-bye. On retrouve maintenant mon collaborateur Thierry Weber qui nous amène dans sa Suisse, sur les routes du Tour de Suisse, mais surtout dans une remorque pas comme les autres, un laboratoire mobile imaginé pour assurer la sécurité des cyclistes grâce à la technologie. Il nous explique comment ce dispositif pourrait bien devenir un modèle pour les grandes compétitions cyclistes à venir. On l'écoute. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et si le Tour de Suisse devenait le laboratoire mondial de la sécurité cycliste ? Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de vélo, moi qui en fais pas beaucoup, mais pas de n'importe quel vélo, du Tour de Suisse 2025, et plus précisément de son nouveau centre de contrôle mobile. Un dispositif discret, caché dans une remorque bleue, siglé aux couleurs de Swisscom, l'opérateur national, historique, qui pourrait tout aussi bien contenir des bières fraîches pour un festival d'été, mais qui embarque en réalité le futur de la sécurité cycliste. Parce que au-delà des cols à gravir, c'est une course à l'innovation et à la prévention des risques qui se joue dans cette cabine climatisée. Et cette fois, c'est la Suisse qui donne le ton. C'est dans un contexte marqué par des drames et une volonté d'agir que ce projet a vu le jour. Tout commence par une série de drames. En 2023, le décès tragique du coureur Gino Mader sur les pentes de l'Albula, puis celui de Muriel Führer. Des décès qui ont marqué profondément le peloton suisse. Trop, c'était trop. Les organisateurs du Tour de Suisse ont donc décidé d'agir. Mais au lieu de s'en remettre uniquement à la réglementation ou aux institutions sportives, ils ont pris les devants avec leur propre budget, leur propre vision, leur propre remorque bleue. À l'intérieur de cette remorque, transformée en mini-tour de contrôle, 3 hommes orchestrent la sécurité de l'épreuve. Tobias Frankhauser, ancien para-athlète, gère les flux GPS et l'ensemble des signaux numériques. Sven Kallus, commissaire de l'UCI, centralise les décisions. Et Philippe Barmet, technicien de Swisscom, veille au bon fonctionnement de tous les systèmes embarqués. Entre régie TV et poste de commandement militaire, bienvenue à bord de ce centre de contrôle. Ce qui frappe, c'est la sobriété du dispositif tout en étant très puissant. 7 caméras TV, plusieurs ordinateurs portables, une tablette, un talkie-walkie qui grésille sans cesse via radiotour et surtout un mur d'écran qui rappelle les fameux cars régies du sport télévisé.
Mais ici, pas de réalisation. Les images ne servent qu'en support à un suivi tactique bien plus ambitieux. Chaque coureur, chaque voiture, chaque moto est équipée d'un traceur GPS. Les organisateurs peuvent ainsi localiser n'importe qui en temps réel. Un outil qui a déjà porté ses fruits. Par exemple, lorsqu'une équipe a perdu un coureur, l'alerte a été donnée et en 2 clics, il a été retrouvé. Un autre cas plus flou a révélé les limites du système. Un coureur avait quitté le parcours pour rentrer à l'hôtel après un abandon, sans prévenir. Eh bien oui, le centre l'a repéré, mais a été incapable de comprendre la situation sur le moment, faute de communication. Alors chez nous, ici en Suisse, ce centre de contrôle mobile pourrait bien devenir un exemple à suivre. Le Tour de Suisse a non seulement innové, mais l'a fait en assumant seul le coût de développement. Plusieurs dizaines de milliers de francs, un prototype certes, mais déjà fonctionnel et opérationnel. L'Union cycliste internationale, l'UCI, basée à Aigle, pas loin de chez moi, observe ce projet avec intérêt pour l'appliquer lors des prochains championnats du monde. Le Tour d'Autriche, lui aussi endeuillé récemment, souhaite s'en inspirer. Et quid du Tour de France ? Eh bien, pour l'instant, silence radio. Mais une chose est sûre, comme l'affirme Olivier Sen, directeur du Tour de Suisse, faire marche arrière n'est plus possible. Alors, est-ce que dans cette fameuse caravane bleue se cache le futur du cyclisme ? Eh bien, finalement, ce que je retiens, c'est qu'au cœur de ce Tour de Suisse 2025, la sécurité prend une toute nouvelle forme, numérique, proactive et très helvétique. Et sacrément innovante. Une remorque bleue climatisée, certes, et truffée d'écrans pourrait bien symboliser l'évolution d'un sport qui n'a plus le droit à l'erreur. Et vous, chers amis sportifs, seriez-vous rassurés de savoir qu'un événement est piloté aussi finement ou un peu inquiet qu'on surveille tout le monde tout le temps ? Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Lâchez-vous dans les commentaires. En tout cas, je vais continuer à suivre cela de très très près. Peut-être à vélo, mais il faudrait que je songe à me mettre à faire du sport. D'ici là, soyez prudents sur votre 2 roues, qu'ils soient motorisés ou pas. Et puis, comme à l'accoutumée, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Autour maintenant de Stéphane Ricoul, dans son billet cette semaine, il s'intéresse à un changement majeur qui affecte silencieusement la presse numérique à mesure que l'intelligence artificielle s'invite dans les moteurs de recherche. Il nous propose une réflexion éclairante sur les conséquences de cette mutation pour les médias, mais aussi sur les pistes à explorer pour l'avenir. Les chiffres sont là, implacables. Le New York Times a perdu plus d'un tiers de son trafic en avril dernier. The Atlantic, le Washington Post et d'autres grands noms de la presse américaine subissent le même sort. La cause ? L'intelligence artificielle intégrée au moteur de recherche, qui répond directement aux questions des internautes sans qu'ils aient besoin de cliquer sur un lien. Cette transformation silencieuse marque peut-être la fin d'une époque pour l'information en ligne. Quand Google a présenté son AI Mode lors de son dernier événement I/O, ce n'est pas tout le monde qui a mesuré l'ampleur des séismes à venir. Cette fonctionnalité, qui génère des réponses complètes grâce à Gemini, représente un changement aussi fondamental que l'avait été le moment mobile de 2017. Souvenez-vous, les médias avaient dû s'adapter en urgence à la consommation mobile. Aujourd'hui, c'est le clic lui-même qui disparaît. Je vais même peut-être devoir revoir le titre de mon livre pour « Vos résultats leur cachent », même si je trouve ça quand même moins chouette que « Vos clics leur cachent ». Ce bouleversement s'inscrit dans un contexte déjà tendu pour les médias. Au Canada, Meta a simplement cessé de diffuser les contenus journalistiques suite à un différend sur la rémunération des éditeurs. Pendant ce temps, l'IA amplifie la propagation de la désinformation, créant une tempête parfaite se traduisant par moins de visibilité pour les sources fiables et plus de facilité pour les contenus trompeurs. Face à cette situation, certains médias ont choisi d'embrasser le changement plutôt que de le combattre. Le Monde,
pour ne pas le citer, a ainsi conclu un accord pluriannuel avec OpenAI, devenant le premier média français à autoriser l'exploitation de ses contenus par ChatGPT. En échange, le quotidien obtient une source significative de revenus supplémentaires et la promesse que ces articles utilisés seront clairement identifiés avec son logo et un lien vers la source. D'autres accords similaires ont été signés à l'international. Le groupe allemand Axel Springer, propriétaire de Politico et Business Insider, aurait négocié un partenariat évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. L'agence Associated Press et le groupe espagnol Prisca ont également franchi le pas. Ces initiatives individuelles soulèvent néanmoins des questions. En négociant séparément, les grands médias ne fragilisent-ils pas la position des acteurs plus modestes? Le Monde avait déjà été critiqué pour avoir fait cavalier seul lors des négociations sur les droits voisins avec Google et Facebook. Cette approche fragmentée pourrait aller jusqu'à accentuer les inégalités dans un écosystème médiatique déjà fragilisé. Le défi est d'autant plus complexe que Google semble vouloir imposer ses conditions point barre. Des documents révélés par Bloomberg suggèrent que l'entreprise pourrait contraindre les médias à accepter l'utilisation de leur contenu par son IA s'ils souhaitent rester présents dans les résultats de recherche. Cette position de force, parce que c'en est une, illustre le déséquilibre de pouvoir entre les plateformes technologiques et les créateurs de contenu. Pour survivre, les médias doivent désormais repenser entièrement leur modèle d'affaires. Le trafic web, longtemps considéré comme la mesure ultime du succès, perd de sa pertinence quand les réponses sont générées directement dans les résultats de recherche. La monétisation directe du contenu auprès des plateformes d'IA devient une piste sérieuse, tout comme le développement d'une relation plus directe avec l'audience. Certains observateurs y voient l'occasion de revenir aux fondamentaux du journalisme. Je suis aussi personnellement de cet avis. Si l'information factuelle peut être synthétisée par une intelligence artificielle, l'investigation approfondie, l'analyse experte et le reportage de terrain conservent toute leur valeur. Les médias pourraient ainsi se concentrer sur ce que les machines ne peuvent pas, tout au moins encore, reproduire. Il n'y a qu'à penser au contexte, à la nuance et à l'expertise. Cette transformation soulève des enjeux qui dépassent largement le cadre économique. La diversité de l'information, pilier de nos démocraties, pourrait être menacée si seuls les médias les plus puissants parviennent à négocier leur place dans ce nouvel écosystème. Les médias locaux et spécialisés, déjà fragilisés par les précédentes mutations numériques, risquent particulièrement d'être marginalisés. Les régulateurs commencent à prendre la mesure du problème. En Europe, le Digital Market Act et le Digital Service Act offrent un cadre pour limiter l'hégémonie des géants technologiques. Aux États-Unis, le procès antitrust contre Google actuellement pourrait redéfinir les règles du jeu. Mais ces initiatives suffiront-elles à préserver un paysage médiatique pluraliste? Maintenant, il y a peut-être une autre façon de voir les choses aussi, car au-delà des menaces, l'IA ouvre aussi des perspectives inédites. Elle pourrait permettre d'explorer des territoires journalistiques encore inconnus, de résoudre des problèmes que nous n'avons pas encore identifiés comme tels. Car l'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil d'optimisation du présent, elle peut aussi nous aider à imaginer l'avenir. C'est à ça aussi que servent les technologies de rupture. Quand Ford a démocratisé l'automobile, l'innovation majeure, ce n'était pas une calèche sans cheval, mais une transformation profonde de l'organisation sociale, économique et urbaine. Plus proche de nous encore, quand Steve Jobs a lancé le iPhone, sa valeur ne résidait pas dans sa capacité à passer des appels plus efficacement, mais dans la création d'un écosystème inédit d'applications et de services. Pour la technologie de rupture qu'est l'intelligence artificielle, c'est la même chose, même dans le domaine de l'information. Des formats natifs de l'ère IA commencent à émerger. Des expériences de narrations interactives, de personnalisation poussée des contenus ou d'exploration des données complexes deviennent possibles. L'IA pourrait ainsi devenir non pas le fossoyeur du journalisme, mais son allié dans une réinvention nécessaire.
L'histoire des médias est jalonnée de révolutions technologiques qui ont transformé la façon dont nous produisons et consommons de l'information. De l'imprimerie à Internet, chaque bouleversement a été perçu comme une menace avant de créer de nouvelles opportunités. L'ère de l'intelligence artificielle ne fera probablement pas exception. La question n'est donc pas tant de savoir si les médias survivront à cette transformation, mais plutôt lesquels sauront s'adapter et comment ils se réinventeront. C'est toujours la même histoire. Entre résistance et adaptation, entre partenariat stratégique et innovation radicale, les choix faits aujourd'hui façonneront le paysage médiatique de demain. Cette période de transition, car c'en est une, sera sans doute douloureuse pour de nombreux acteurs. Mais elle pourrait aussi être l'occasion d'une renaissance, d'un retour aux valeurs fondamentales du journalisme enrichi par les possibilités technologiques. Car au fond, ce qui fait la valeur de l'information n'a jamais été le support ou le canal de distribution, mais bien la qualité, la pertinence et la fiabilité du contenu lui-même. L'avenir de l'information en ligne se joue maintenant, dans les négociations entre médias et plateformes, dans les tribunaux où se décident les règles de concurrence, dans les rédactions qui expérimentent de nouveaux formats et dans les choix que nous faisons, nous tous, en tant que consommateurs d'informations. Un avenir incertain, certes, mais qui reste à écrire, si vous me permettez le jeu de mots. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, il n'y a pas longtemps, tu t'es retrouvé à Radio-Canada, mais pas pour donner une entrevue, mais pour organiser une grande rencontre avec des gens qui s'intéressent au monde du UX. Et tu en as profité pour parler avec quelqu'un, justement, de Radio-Canada qui s'intéresse à l'expérience utilisateur. Exactement. En fait, c'était un événement conjoint entre ce que j'organise moi depuis un petit bout de temps. Tu connais Apéro Apéro UX. Et cette fois-ci, c'est Radio-Canada qui a géré la chose. Ils voulaient faire un événement en lien avec la semaine de la découverte et tout ça. Puis ils avaient invité un conférencier français qui s'appelle Rémi Guyot, qu'on a eu aussi la chance d'interviewer il y a quelques semaines. Et bien, cette fois-ci, c'est avec Sébastien Paccioni, qui est le facilitateur et le coach en découverte de produits, justement, chez Radio-Canada Innovation, qui voulait me parler suite à cet événement-là. Puis c'est lui qui l'a organisé aussi chez Radio-Canada. Et comment c'était cet événement-là? Puis après, on va parler de ton entrevue. C'était un beau succès. On avait moins de place que dans nos événements Apéro UX. Parce que j'imagine que... Mais c'est tellement beau, les nouveaux bureaux aussi. Ouais. C'était super agréable. C'était diffusé. Ça va être rediffusé sur YouTube bientôt, l'événement au complet. Donc ça va être un bel avantage pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous parce que les places étaient un petit peu limitées. Mais j'imagine que tu vas le mentionner quand ça sera disponible sur tes différentes plateformes sociales. Absolument, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, ça sera là. Mais c'était très intéressant. On a parlé du processus de découverte de produits. C'était Chloé Sandervost qui animait le panel. Et on n'a pas ça normalement dans les apéros UX. Je pense que c'est un privilège de Radio-Canada d'avoir une journaliste techno comme ça. Et donc, c'était intéressant. On a poussé beaucoup le débat sur la place de l'IA aussi dans la découverte de produits, dans le UX en général et de la place que ça prend. Donc, ça te pousse de plus en plus. Mais moi, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est que la découverte de produits, de l'entrevue avec Sébastien, en fait, moins de l'événement, mais dans l'entrevue avec Sébastien, mais c'est la place que doit prendre la découverte. Ce qui, évidemment, le UX, ça, c'est morceaux là-dedans, la recherche UX, le design et tout ça. Mais globalement, ce qu'ils sont en train de faire, ils ont packagé la découverte pour en faire quelque chose qui va s'insérer au début de chaque projet. Puis on sait comment c'est important, puis on sait pourquoi les produits ou les projets numériques en ligne dérivent à un moment donné. C'est parce qu'on n'a pas pris la peine de parler avec des gens qui vont avoir à l'utiliser, qui vont avoir à l'utiliser à l'interne, à l'externe, etc. Donc, ces choses-là sont souvent mises de côté, puis on se dit, il faut qu'on commence à programmer, il faut qu'on commence à faire des user stories, tout le kit, puis on s'en va dans le mur bien souvent où on doit pivoter 6 mois dans le projet, 1 an dans le projet, avec tous les coûts qui viennent avec ça. Et c'est évitable. C'est littéralement évitable. C'est ça qu'on en parle beaucoup dans l'entrevue avec Sébastien, justement. Jean-François, voilà une présentation d'entrevue habilement faite. Et puis, on va aller l'écouter à l'instant. Merci pour avoir pris ce témoignage-là lors de ton passage à Radio-Canada. Puis, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Merci, Bruno. Bye. Ça fait quelques années maintenant à Radio-Canada, donc au département des médias numériques, qu'on s'intéresse à toute cette culture de découverte produit. Puis c'est vraiment une culture, c'est plus qu'une méthode, c'est vraiment un mindset, un état d'esprit
qu'on essaie de développer au sein de nos équipes produits. Et nos équipes produits, ce ne sont pas seulement designers, développeurs, product owners, etc., mais c'est aussi tous les contributeurs éditoriaux. Parce qu'on a la chance, Radio-Canada, justement, de développer des produits où le contenu est essentiel dans l'expérience utilisateur. On n'est plus juste une coquille vide, on ne livre pas une application, on livre avant tout, dans le cas de l'info, de l'information qui est mise à la disposition de nos citoyens numériques, comme nous les nommons, puis on essaie de rendre une expérience la plus pertinente possible selon les attentes des utilisateurs. Puis nos utilisateurs sont de plus en plus exigeants sur la façon dont ils veulent consommer. Là, je parle de l'information, mais ça peut être le divertissement. Donc, on doit complètement se renouveler constamment. Pourtant, on ouvre l'application info, puis on dit, c'est juste de l'info. Mais c'est bien plus que ça. C'est d'innover dans les formats. C'est essayer aussi d'aller capter nos auditoires dans des plateformes qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont sur des TikTok, sur YouTube à la limite. Donc, il y a beaucoup de travail et d'exploration à faire. Depuis quelques années maintenant, l'IA, on en entend parler à tout bout de champ. C'est bien, c'est une opportunité, plein d'opportunités qu'on exploite avec l'usage de l'IA pour non pas produire du contenu, mais pour simplifier la vie des acteurs qui sont en arrière de la création de contenu. Puis, tout ça, c'est plein d'opportunités qui sont là, comme toutes les entreprises, on y fait face. Et ce qui est intéressant avec toute cette découverte produit, c'est de voir comment on peut se structurer en amont pour pouvoir se poser les bonnes questions d'affaires. Donc, ça coûte cher maintenant. Ça a toujours coûté cher de développer, bien évidemment, des fonctionnalités ou un service, un produit numérique. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais avec toutes ces opportunités qu'il y a maintenant qui s'offrent à nous, on s'éparpille très rapidement. Si on parlait des médias sociaux, on parle des produits numériques, il y a différents formats. Comment on s'assure qu'il faut miser sur ce qui risque de développer le plus de valeur possible pour nos utilisateurs, et il faut se poser les bonnes questions en amont. Puis la découverte produit, c'est une approche qui nous permet justement de nous poser les bonnes questions. Et la semaine prochaine, nous avons la chance, et je suis très heureux d'accueillir Rémi Guyot, que tu as déjà interviewé dans ton balado, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et puis, passe la semaine avec nous. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est en discussion, lui, moi, puis mon équipe, bien évidemment, pour qu'on puisse voir comment toute son approche, qu'il décrit très bien dans son livre, qui est vraiment, moi je le dis un peu comme un livre de cuisine, on suit une recette de comment faire la découverte. Ça fait plusieurs mois que je me suis approprié cette méthode-là, puis que j'essaie de la faire apprivoiser au sein de nos équipes. Et puis, il va venir chez nous, à Montréal, pour nous aider à socialiser auprès de toutes nos parties prenantes. Donc, quelle est la posture que nos décideurs doivent prendre vis-à-vis de leurs équipes qui font la découverte et donc qui prennent des décisions qui ne sont pas forcément celles qui ont été attendues, dans le sens que il peut y avoir des commandes qui sont passées. Mais là, on peut tout remettre en question puis démontrer que oui, ça a la valeur, non, ça n'en a pas. Puis si ça n'en a pas, mais pourquoi? Mais c'est un problème généralisé dans la fonction publique. Puis on sait, la fonction publique en général est scrutinée. Vous êtes observé par le grand public, puis des dérapages. Il y en a eu, pas Radio-Canada nécessairement, mais il y en a eu, on l'a entendu, puis il y a des commissions d'enquête qu'on ne nommera pas en ce moment, de projets qui ont peut-être pas pris la peine de faire des bonnes étapes de découverte en amont. Puis c'est ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes en train de l'institutionnaliser et tout projet numérique doit passer par une phase de découverte, si je comprends bien. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Tout à fait. On ne peut plus, comme tu dis, avoir une commande qui est passée par quelqu'un en haut lieu, ou pas forcément, mais ça marche plus comme ça. C'est plus, je me suis levé un matin, j'ai une idée, puis go, on l'a fait. C'est plus complexe que ça. Ouais. Les outils sont de plus en plus complexes. La clientèle ciblée, nous les appelons, nous, les citoyens numériques, j'adore ce terme, il m'a toujours plu depuis que je l'ai entendu. Puis je me l'approprie à tout bout de champ, mais elle est très fragmentée, cette clientèle-là. Dès qu'on parle de la jeunesse, on peut plus dire c'est 18-30 ans, c'est des dizaines de segments différents dans cette tranche d'âge-là, et on ne peut pas s'adresser à des jeunes de 18 ans comme on s'adresse à des jeunes de 25 ans. Ils sont pas sur les mêmes plateformes, ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes intérêts, donc il faut revoir complètement nos façons de faire. La découverte, c'est l'art d'explorer le besoin avant d'imposer la solution. C'est comment nous assurer qu'on se pose les bonnes questions pour créer de la valeur, finalement, ou identifier où la valeur est. Tu sais, juste à se poser la question,
quel comportement utilisateur souhaitons-nous générer ou bonifier ou augmenter, ou on peut trouver le terme qu'on y veut, là, mais de se poser toujours des questions par rapport aux besoins utilisateurs et non pas juste le besoin d'entreprise. On se pose des questions sur l'entreprise, mais les deux doivent cohabiter. C'est le même du UX. Mais souvent, tu le sais, tu l'as vécu pendant des années, des décennies, puis encore aujourd'hui. D'accord, c'est ça, tes observations où tu exprimes ta frustration à voir des entreprises qui se posent pas des questions UX. C'est vrai, c'est déplorable parce que on ne peut plus dissocier le UX des besoins d'affaires et on ne peut plus dire que le UX, une fois qu'on a identifié l'idée puis qu'on sait notre part de marché, on fait le développement nécessaire, on se pose des questions techniques et après, on se pose des questions UX. Un peu ce qu'on voit avec tous les scandales qui fuitent dans l'actualité, où on voit bien que le UX a été complètement écarté de la discussion, c'était pas du tout important. C'est très frustrant ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous vous retournez chez Radio-Canada vers la découverte produit? Parce que je pense que le terme UX, il répond plus nécessairement ou déclenche plus les bons phénomènes dans les gens en poste de décision. La découverte produit est une approche, comme tu disais tout à l'heure, c'est un livre de recettes que vous appliquez au niveau de l'organisation. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est un peu pour ça que vous êtes retourné vers ça? Alors, le UX n'est pas du tout écarté dans notre quotidien et dans la réflexion. Non. Ça fait partie intégrante de notre boulot. Mais c'est vrai qu'on mise plus sur les termes UX. Moi, dans le discours, on parle beaucoup plus de valeur d'affaires, valeur utilisateur. La découverte produit, c'est en effet le nouveau vocabulaire qu'on exploite, mais il y a quelques années, on en avait d'autres. Moi, je parlais plus de growth hacking à l'époque. Donc, c'est encore une fois emprunté aux startups, mais l'idée est toujours la même en arrière, c'est d'identifier là où il y a le plus d'intérêt, d'appétit de la part de nos cibles à utiliser, à consommer, à vouloir avoir ce type d'expérience précise, puis de bien faire comprendre à nos décideurs que c'est important de prendre la voix de notre utilisateur, et d'autant plus maintenant que jamais, on le voit avec la façon dont la jeunesse consomme, l'actualité. Là, je ramène ça à une culture médiatique. Là. Les médias qui se font malmener partout à travers la planète, on perd confiance envers le métier de journalisme, ce qui est bien déplorable. Puis avec l'éclatement des multiformats sur les médias sociaux, nous, il faut qu'on se positionne aussi. On ne veut pas être le Kodak médiatique du siècle. Là. Au contraire, on veut plutôt montrer qu'on est encore pertinent, hyper d'actualité. On a aussi, pour nous assurer d'avoir une bonne conversation avec des décideurs, donc nos partenaires d'affaires, comme l'Info par exemple, pour ne nommer que, mais on a aussi la radio, on a la télé bien évidemment. On a nos stratèges numériques qui nous aident vraiment beaucoup à bien décortiquer le besoin d'affaires qui a été nommé, si je peux dire, puis soulever toutes les roches possibles. Puis la découverte, on embarque tout de suite en amont avec nos partenaires. On les inclut dans le processus de questionnement. C'est super important, cette proximité. Et je reprends un concept avec lequel j'ai discuté avec Christelle Black il y a quelques mois, le UX total, où si on est dans l'expérience totale des employés également, je présume, des journalistes qui doivent aussi embarquer dans ce phénomène-là de, oui, on a rencontré les utilisateurs, mais j'imagine que vous rencontrez aussi beaucoup les intervenants ou les gens qui travaillent sur le terrain. Des produits, c'est autant, j'imagine, des produits internes qui sont destinés aux employés ou externes qui sont destinés aux citoyens numériques. Absolument. Les contributeurs éditoriaux, donc je les nomme comme ça parce que, tu sais, il y a les journalistes, les édimestres, les vidéastes, il y a toutes sortes de métiers là, en arrière de la création de contenu. Donc, contributeurs éditoriaux, ça englobe tous ces différents métiers qui ont leur valeur et leur expertise. Et dans tout atelier que nous faisons, on a toujours des contributeurs éditoriaux avec nous. La plupart du temps, c'est important. C'est leurs métiers qui sont aussi concernés par tout ça. C'est pas juste nous, spécialistes du UX, développement de produits, qui pouvons leur dire quoi faire et comment le faire. Même si on a une idée sur les outils qu'ils peuvent utiliser, n'en demeure pas moins que c'est eux qui vont se les approprier. Donc, autant que l'expérience qu'elles vont contribuer pour leurs citoyens numériques, il faut aussi que ça puisse fonctionner pour eux. C'est intéressant. J'ai l'impression d'entendre le fait qu'on met en place l'agilité qui est bien connue chez les développeurs, mais dans le monde du UX, mais en lien avec les enjeux d'affaires, en fait. Tu as tellement raison. Puis d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je l'exprime aussi au sein de ceux qui sont moins familiers avec toutes ces notions de découverte, vu que
comme je dis, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Mais comme je dis, du côté développement, ça fait 2-3 décennies que toutes les équipes produits maîtrisent l'agilité, Kanban, etc. Même s'il y a toujours place à l'amélioration, tout le monde est familier avec ça dans le développement produit. Mais la découverte, c'est assez récent et c'est ça que j'aime dans le mot discipline, c'est qu'on y amène une certaine rigueur. Une formalisation peut-être un peu aussi. Hein? Il y a des étapes. Là, puis je pense que c'est peut-être ça qu'une organisation a besoin aussi. Là. Je suis pas mal sûr que oui. Il y a un gros côté positif au fait de l'orchestration. Je pense que les équipes de design sont souvent trop malheureusement perçues comme des bloquants ou des gens qui vont interrompre ou ralentir le processus, alors que ce que j'entends que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui est un adoucisseur, c'est quelque chose qui permet une orchestration d'un projet, d'une facilitation d'un projet, de médiation peut-être même d'un projet. J'aime le mot médiation parce que c'est vrai, je l'avais pas perçu comme ça, mais tu sais, autour de la table, tu as des experts qui sont un stratège, un chef de produit, donc product owner. On a le designer, bien évidemment, on a le développeur, on a le contributeur éditorial, on a le chercheur UX, puis tous ces gens-là, ils ont tous toute leur expertise propre, leur opinion, leur point de vue, leur ego à travers tout ceci. Et le rôle d'un coach, c'est un peu, oui, de la médiation, j'aime bien le mot. C'est de nous assurer que chacun puisse s'exprimer librement parce qu'ils ont tous une valeur à apporter avec leur point de vue, leur expertise. Donc, en amont, leur présence est plus que requise, elle est essentielle pour justement amener la voix de l'utilisateur, s'assurer qu'on ne parle pas juste d'un point de vue business, mais qu'on parle d'un ensemble. Utilisateur, besoin d'affaires, besoin interne aussi, technologique. C'est essentiel, cette composition d'équipe-là. Sébastien, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette conversation. C'était super intéressant comme d'habitude. Ça fait grand plaisir. François, merci beaucoup. Merci à toi. Ah ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Un grand merci à nos invités, un énorme merci à mes collaborateurs. Je pense à Jérôme Colombin, Carl-Édouard Michel, Thierry Aubert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur précieuse contribution cette semaine. Et puis, merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Sinon, qui sait, lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.